Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien. Ah, non, pas question. C'est quoi ce bruit? Du popcorn qui grille. Moi j'en mange qu'au cinéma. Bah justement, j'allais regarder une cassette. Ah oui, laquelle? Oh, je sais pas encore, sans doute un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Ah Je ne sais toujours pas votre nom. ça vous avancera à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. De retour pour notre thème spécial Halloween dédié aux slashers, ces tueurs masqués qui font leur fête aux jeunes qui font la fête, le tout sous une débauche d'hémoglobine sponsorisée par Castorama. Moi, c'est Eric, et pour l'occasion, je suis en compagnie de toute la team de Retour à l'écran. Salut Max. Salut, toujours là. Salut Mick. Je suis de retour. Oui, parce que t'avais mal fini à la fin quand même du premier épisode, on est content. Ouais, mais ça va mieux. Oui, Ça va t'es plutôt en forme. Bah ouais, c'est la séquelle. Une petite ricorée, c'est reparti. Exactement. Est-ce que Adrien est là? Ça va, je suis là et Mick va pas rester en forme aussi longtemps qu'il le pense parce que ça va chier dans cet épisode. Ouh là là, ça sent le clash, ça sent Ça le va clash. charcler, je te le dis moi. Alors, rappel des faits, il y a une team pro-slasher et une team qui questionne un petit peu certains ressorts du genre. Qui ici est pro-slasher? Moi. Et moi aussi, je suis pro slasher, mais Pas les mêmes. On va y revenir, voilà, pas forcément les mêmes que mon comparse. Ok. Et moi, pas du tout. Enfin, pas du tout. J'exagère. Je suis pas fan du genre. Enfin, voilà, le running gag. Si c'est pas fun, et les 3/4 du temps c'est pas fun, ça m'emmerde comme sous-genre. Mais après, voilà, il y a quelques trucs sympas. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout un genre sur lequel je m'attarde. Moi, je suis pareil que Max, on est dans la même team. Moi, il y a des films que j'adore, on en a parlé dans la partie 1, Les Griffes de la Nuit, la saga Freddy, Halloween premier du nom, mais effectivement, en tant que genre, en tant que tel, moi, je peux trouver le temps long entre quelques meurtres, et des fois, il n'y en a pas beaucoup dans certains opus. Après une décennie à encombrer les étagères des vidéoclubs dans les années 80, le slasher va se prendre un gros mur dans les années 90. Fini les groupes d'ados neuneux passés à la moulinette des effets spéciaux prosthétiques, le public découvre les CGI, les clips vidéo stylés et commence à bien repérer les ficelles plus ou moins grosses du cinéma de genre. La naïveté gore et bon enfant des 80s ne fait plus le poids face au cynisme de la fin du millénaire. En 1996, un film vient porter le coup de grâce. Un film qui ose déconstruire les codes du sous-genre avec un tueur masqué et des adolescents eux-mêmes cinéphiles et hypercritiques des slashers. Ce film, c'est Scream de Wes Craven, le papa de Freddy. Tu aimes les films d'horreur? Non, tu sais bien que ça m'énerve. C'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une petite minette au gros sein qui se planque dans sa chambre au lieu de s'enfuir. C'est consternant. Dans un film d'horreur, il y a des règles élémentaires à respecter si on veut rester en vie. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Chut, c'est moi. Ou que vous alliez ne jamais dire « je reviens tout de suite » parce qu'on n'en revient jamais. Je vais chercher une bière, qui en veut une? Ouais, je veux bien. Je reviens tout de suite. Ce n'est pas lui qui a fixé les règles, Les flics devraient regarder le bal de l'horreur, ça leur éviterait de ramer. mais il tue en les respectant. Scream est un succès planétaire, mais c'est aussi un drama de compétition à Hollywood. On accuse le film de griller définitivement le genre, comme un magicien qui expliquerait tous ces trucs durant son spectacle, histoire de bien savonner la planche à tous ceux qui passeraient derrière. Le genou déjà à terre, le slasher doit faire face à une autre embuscade, celle de la parodie. Il devient la cible d'une nouvelle franchise de comédie trash et sans limite, les Scary Movie. Il y a maintenant un tueur. Il paraît qu'elle a été torturée, égorgée, grillée et pendue dans son jardin. Oh, c'est dingue ça. Je pourrais plus la sauter celle-là. Pourtant, les auteurs de slasher ne se laissent pas abattre et rivalisent d'ingéniosité pour résister. Souviens-toi, l'été dernier en 97, joue l'ambiguïté entre meurtrier et victime. Destination Finale en 2000 propose le boogeyman ultime, la mort elle-même qui tente de rattraper un groupe de jeunes ayant miraculeusement survécu à un accident d'avion. En descendant de l'avion, vous avez déjoué la mort. C'était un hasard. Dans la mort, il n'y a ni hasard, ni échappatoire. Il vous faut deviner comment et quand elle va revenir. Alors la team, quel est votre avis sur cette période tumultueuse des slashers ? Pour moi, enfin, juste pour faire un petit historique de comment j'en suis venu à être le fan de slasher et que c'est mon genre préféré, etc. En fait, c'est une hérésie totale. Je pense que tous les vieux de la vieille vont me chier dessus, mais je les emmerde. Bah, pour moi, Scream, c'est le meilleur slasher objectivement. C'est aussi mon préféré. Enfin, je pense qu'on peut pas faire mieux dans le genre.
Mais en fait, mon premier slasher, c'est pas du tout Scream. En fait, mon premier slasher, c'est pas un slasher, c'est la parodie du slasher. En fait, j'ai découvert tout ça avec Scary Movie. Donc en fait, j'ai vu les blagues avant de voir les originaux. Et ça m'a pas empêché d'avoir peur, en fait. J'ai vu Scary Movie beaucoup trop jeune, donc j'avais compris qu'il y avait des trucs drôles. Mais en fait, le personnage est tellement repris tel quel, même si c'est parodié. Quand t'es enfant, il y a quand même de l'imagerie qui te reste. Et j'ai été traumatisé par Scary Movie. Donc en fait, voilà, ma porte d'entrée vers le slasher, c'est Scary Movie. Donc c'est peut-être le pire truc possible, ou le meilleur, je sais pas. Voilà, c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Et ouais, non, Scream, je pense que c'est indétrônable. Enfin, vous me direz votre avis, mais je pense que c'est vraiment le meilleur de ce qui se fait dans le genre. Et impossible d'oublier Neve Campbell, quoi, aussi. Pourquoi Comme ça, elle joue très très bien. Moi, quand je découvre Scream, on l'a découvert ensemble, Max, si je dis pas de bêtises, en salle. Tout à fait. Je suis un peu critique vis-à-vis du film parce que nous, on a bouffé pas mal de slashers et je trouvais que Kevin Williamson, finalement, à l'époque, je l'appelais la photocopieuse, c'est-à-dire que il avait tout simplement repris les codes et refait un truc et tout le monde criait au génie, quoi. Et puis, en fait, après pas mal de temps, au bout de 10 ans, quand je l'ai revu une dizaine d'années après, j'ai un peu changé d'avis. Sur le premier uniquement, pas sur les autres, parce que je trouve que c'est quand même assez habile finalement de traiter le genre comme ça, c'est-à-dire de effectivement montrer tout ce qui se passe en coulisses pour fabriquer le film et le traiter de manière inventive en fait. Et la force qu'il y a, c'est que on arrive avec Wes Craven, qui, on l'a déjà dit dans le précédent épisode, mais c'est quand même celui qui se débrouille le mieux avec le genre du slasher, quel que soit le film qu'il aborde. Le reste de sa filmo est parfois problématique, mais au moins dans les slashers, il se débrouille très très bien. Il y a une sorte de répondant comme ça entre la forme et le fond du film, et d'ailleurs comment se termine le film, le fond narratif du film est très intéressant, je trouve, qui fait que effectivement le film ça reste pas mon préféré dans le genre slasher. Moi je reste toujours un adepte de Halloween, mais pour d'autres raisons. Mais je trouve que effectivement non, mais ça se tient qu'il arrive très très haut. Peut-être que moi je préfère quand même aussi Freddy, parce que je trouve que l'inventivité est folle et que aussi il arrive 12 ans avant. Mais Scream, il y a quand même une étape assez intéressante. Mais malheureusement, il provoque aussi un séisme dans le slasher, c'est que à partir de ce moment-là, on est un peu obligé d'être dans ce qu'on appelle le méta. Alors c'est déjà quelque chose qui est un peu en germe dans la filmo de Wes Craven, ce qu'il a fait Freddy 7 un peu avant, qui essaye déjà de déconstruire le slasher et la franchise entre les acteurs qui jouent leur propre rôle dans le film et l'invasion d'un Freddy qui serait réaliste, un peu différent du Freddy que l'on connaît. Donc il y avait déjà une réflexion autour du cinéma d'horreur qu'il met à profit dans Scream, même s'il n'est pas lui le scénariste. Donc il y a quelque chose comme ça, mais le problème c'est qu'une fois qu'on a lancé cette piste-là, ça génère en fait des slashers qui vont être un peu obligés d'emprunter ce chemin-là un peu méta. Et je trouve que ça va être, on va en parler tout au long de l'épisode, mais moi je trouve que c'est vraiment la limite des slashers qui arrivent après, qui parfois ne proposent que ça, c'est-à-dire qu'ils font une lecture méta du genre, en oubliant que aussi c'est de raconter un film qui nous intéresse, avec des personnages qui sont quand même attachants. Ça ne veut pas forcément dire agréable, mais ça veut dire attachant. Et là, voilà, c'est un peu à la fois un coup génial et en même temps la limite de tout le genre, quoi. Et plus on avance dans la saga Scream, et plus on va dans le méta. Ouais. Là, à partir des espèces de... c'est des suites, puisque c'est pas des reboots, qu'il y a eu récemment, depuis 2022, les deux qui sont sortis. Depuis que c'est plus Craven, quoi. On est en plein dans le méga méta, si je peux me permettre de parler ainsi. C'est du méta pour du méta, et là, c'est plus possible, quoi. Allô ? On va jouer à un jeu. Tu sais que tu dois être le 10e gars qui s'amuse à ça, et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque. Peut-être, mais il n'y en a jamais eu un comme moi, Gay. Moi, je suis... différent. Alors crois-moi, je vais pas te rater, tu vas prendre cher, connard.
Pour le reste, moi je te rejoins pareil sur Scream, le premier. On était sortis de la salle, on avait fait le même constat à l'époque, tous les deux. Et pareil que toi, quelques années plus tard, c'est un film que j'ai réapprécié, je l'ai revu, j'ai beaucoup plus apprécié. J'ai pris du recul aussi, je l'ai revu comme une revisite et aussi une critique aussi du genre. Oui, tout à fait. Parce que ça ne se contente pas de reprendre les codes et de les réadapter, mais ça critique dans un certain sens aussi le genre. Donc j'ai trouvé ça assez malin et aujourd'hui je trouve que c'est un film qui est ultra efficace. On en reparlera certainement à un moment ou à un autre de cette intro. Et d'ailleurs, tu avais fait une très bonne analyse de cette intro, Adrien, dans un épisode Timeline. Mais merci. Cette scène est juste, encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, elle est juste folle. Il y a des super séquences dans le film. Et donc, aujourd'hui, pour moi, ça reste un slasher, même si, encore une fois, il est un peu différent de ce qui se faisait au moment de l'âge d'or. Mais c'est un slasher majeur. L'intro du 2... je la trouve très réussie dans le cinéma. Oh, le 2 est fou. J'étais allé voir le 2 au cinéma aussi et je m'étais dit putain, ça part, on continue et puis après patatras, on commence dans le méta et à partir de là, c'est terminé. Et plus on a avancé dans la saga et plus on est tombé dans, justement, je me répète un peu, mais on est tombé dans ça et là, honnêtement, je me suis dit mais c'est quoi l'intérêt et ça m'emmerde et je vois pas ce que ça apporte de plus et puis voilà, Ghostface, j'aime bien Ghostface, j'aime bien cette figure qui est un peu flippante, tu l'as dit Adrien, la première fois que tu la vois, tu dis ouais putain c'est bien, enfin c'est à la fois flippant et pas tant que ça finalement, mais c'est malin, c'est une figure maligne d'un tueur masqué, mais l'effet en fait il tombe vite finalement et c'est une saga qui tourne vite en rond pour moi, donc voilà. Aïe. Moi, personnellement, je suis un très grand fan du premier Scream, même si, effectivement, c'est important d'avoir le temps. C'est un film qui vraiment s'est installé dans la temporalité. Pourquoi ? Parce que moi, quand je le vois, c'est au cinéma à l'époque, dans l'actualité, et je suis moi-même fan des slashers que je suis en train de récupérer en vidéoclub, etc. Donc, je suis gros fanboy des slashers, et quand le film sort avec la promesse de tout déconstruire, et puis il y a un côté un peu ironique parfois dans le film, forcément, j'ai l'impression d'être attaqué dans ce que j'aime, en fait, même si je suis moyennement fan de tous les slashers, c'est pas mon sous-genre préféré, mais j'ai l'impression d'être attaqué quand même là-dedans. Et d'avoir le barreau d'honneur et parce que c'était le discours qu'on entendait dans les magazines spécialisés, que après ça il y aurait plus rien en fait. Et donc force est de constater que à la sortie du cinéma, on est quand même séduit par le film qui est quand même excellent et qui malgré tout joue à armes égales, parce que cette introduction qui est absolument fabuleuse, et Adrien, l'analyse que tu en as faite est super, on conseille tous nos auditeurs à aller la revoir parce qu'elle est quand même juste incroyable. C'est que avant de déconstruire, Wes Craven quand même joue à armes égales avec les classiques du genre, sans artifice, parce que c'est une femme, une maison, un téléphone, un tueur, c'est tout. Et franchement, c'est du grand art, quoi. Il y a une maîtrise incroyable. Et effectivement, après, il y a une autre lecture. C'est un film, forcément, quand on le revoit plus tard, des années, voire quelques décennies plus tard, parce que ça date un peu, ça n'a pas tué le genre, au contraire, ça lui a redonné un nouveau souffle. Et je l'ai revu là très récemment pour préparer ce podcast, et je trouve qu'il est fabuleux, quoi. Enfin, le film, il est incroyable. Il y a juste deux choses. Moi, la limite, et je peux comprendre pourquoi j'ai été houspillé quand j'ai vu la première fois, c'est que je trouve que il est un petit peu cynique, je sais que c'était l'époque qui était comme ça, surtout par rapport à Halloween qui est utilisé comme épouvantail ou bouc émissaire du slasher. Et il y a quand même des scènes dans le film où, si vous vous souvenez, les protagonistes regardent Halloween directement et puis ils se moquent, ah mais non, elle fait ça, elle devrait pas, et ils se mettent un peu à la place du réalisateur et ils ironisent beaucoup sur le film. Je trouve que c'est un petit peu la limite, quoi. Je trouve que le film se rend malin en appuyant sur un classique du genre. Donc ça, même encore maintenant, je trouve que c'est un petit peu le problème, parce que ça flingue un petit peu l'original quand même de Carpenter directement. Je vous préviens, je trouve pas ça drôle du tout. Si vous continuez, j'appelle la police. Ils arriveraient trop tard. Voilà ce que c'est que d'habiter un coin paumé. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Voir la couleur de tes tripes. L'autre chose, c'est que moi je trouve pas que ça ait fait du mal au genre, parce que je trouve quand même, avec du recul aussi, que le slasher, je vous l'ai dit au début, est un peu limité, quoi. Je veux dire, il y a toujours le tueur avec les meurtres, et puis c'est un peu toujours comme ça. Et on l'a dit, surtout avec Max, qu'on peut trouver le temps long entre deux meurtres, quoi. Et là, Scream, ça donne de la chair entre les meurtres, quoi. C'est-à-dire que c'est une manière de dire qu'on va pas faire ça sans s'étendre. La formule, elle est un petit peu rachitique. L'exploitation des vidéoclubs des années 80, ça va bien, parce qu'on découvre les effets spéciaux, prosthètiques,
esthétique, machin. Il y a KNB qui arrive, des nouveaux studios, donc il y a du challenge. C'était à l'époque où on découvrait les choses à travers les meurtres, quoi. Il y avait un truc spectaculaire, mais maintenant qu'on a fait le tour, il faut proposer autre chose, quoi. Et Scream, il le propose. Donc moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre du sous-genre ou du fantastique. Moi, je mets ça à égalité avec Halloween, Les Griffes de la Nuit et tous les meilleurs films du genre, quoi. Oui, ça tue toi. Ah ouais, c'est super. Ceci étant dit, la suite de la franchise, moi, c'est pas possible. Le 2, à peine. Je souffre un peu, j'en ai marre. Le 3e, déjà, j'en peux plus. Et le 4e, c'est mon dernier. Et encore 4e, les 30 minutes. Je fais jamais ça, mais là, je l'ai fait. J'étais dans le cinéma, j'en avais tellement ras-le-bol, ça me gonflait tellement que je me suis barré au bout de 30 minutes, quoi, alors que j'avais payé ma place. Franchement, j'ai jamais refait ça. Et derrière, Scream, c'est fini pour moi, quoi. J'ai trouvé ça, mais nul à chier. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça hyper cynique, le reste de la franchise. L'assassin reproduit les meurtres d'après le film original. L'inattendu est le nouveau cliché, et les vierges peuvent mourir. Ça veut dire que je vivrai pas plus longtemps que ces deux-là? Pour moderniser la nouvelle version, le tueur doit filmer les meurtres. Allez, vas-y si t'as les couilles. Moi, je trouve que c'est vraiment un film qui a challengé tout le monde, quoi. Ouais. Qui a challengé les auteurs de fantastique, de slasher et autres, et aussi le public. Je pense que tout le monde a grandi vraiment avec ce film, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et puis, encore une fois, le temps fait son œuvre, quoi. On est là, je ne sais combien d'années plus tard, plus de 20 ans plus presque tard, 30, presque 30. Et Ghostface est rentré au panthéon du cinéma fantastique. Ça a touché toutes les générations, parce que ça a touché aussi les enfants qui se déguisent comme le meurtrier du film pour Halloween, alors que c'est pas des films de leur âge et c'est peut-être pas un film qu'ils ont vu, mais ils connaissent aussi la silhouette du tueur. Enfin, je veux dire, ça devient incontournable. On ne peut pas nier le fait que Scream maintenant est au même niveau que les autres films, quoi. Enfin, c'est connu du monde entier, quoi. Enfin, de tout le monde, quoi. Tu soulèves un truc, je trouve, il y a vraiment une histoire générationnelle, c'est-à-dire que moi, quand je commence à mater ces films-là, il y a déjà Scream 4, je crois que Scream 4 est en train de sortir. Tu vois, et dans ma tête, à cette époque-là de mec qui n'y connaît rien, pour moi Scream c'est genre 1000 fois plus connu que Halloween, que même Freddy, etc. Même si j'avais entendu parler de Freddy. Et du coup, moi je sais que, je sais pas si c'est ça qui a joué, mais moi le 2 et le 3 je kiffe. Alors, plus le 2, mais enfin c'est pas au même niveau que le premier, je suis d'accord, mais c'est largement au-dessus du panier de tous les slashers qu'on a cités, à part les gros chefs-d'œuvre des années 80, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc générationnel, et vous l'avez pris peut-être comme une attaque ou comme un truc cynique, etc. Moi, j'ai plus vu ça comme un hommage. Non, pas comme une attaque. En tout cas, moi, enfin, je sais pas, Mick, toi, à l'époque, mais on l'a pris comme... qu'est-ce que ça apporte de nouveau, en fait ? Ouais. Je parle de l'époque cinéma. Hein. C'est après, comme je le disais, c'est qu'on l'a analysé différemment et avec plus de recul et de maturité. Mais oui, alors, je te rejoins aussi sur le côté générationnel. Bien sûr que l'impact n'était pas le même et que forcément, on ne se l'est pas pris de la même façon dans la tronche quand on s'est pris des Halloween ou des Vendredi 13 ou autre chose à notre époque. Ça fait vieux con de dire ça, mais c'est le cas. Mais après, là, pour le coup, et décidément, je vous rejoins tous les trois, puisque là, je rejoins Eric. Aujourd'hui, en 2025, tu peux mettre Ghostface à côté de Michael Myers, à côté de Jason, à côté de Freddy. Voilà. Là, on a le panel des 4 majeurs qui datent aussi bien de l'âge d'or des années 80 ou des années 90. On peut les mettre sur le même niveau pour moi aujourd'hui, même s'il y a différentes grilles de lecture pour chacun, etc., etc. Mais je les place au même niveau finalement. C'est intéressant parce que en fait, Ghostface, la personnalité iconique, ils ont vraiment cherché à avoir un masque qui soit bluffant tout de suite en entrant. C'est-à-dire que si vous cherchez sur la toile, vous allez trouver des croquis qui ont été faits avant la confection du masque que l'on connaît, où ils ont cherché à avoir quelque chose de très presque cartoonesque, avec des yeux exorbités, des trucs, pour qu'à chaque fois qu'ils surgissent dans le champ, il y ait quand même quelque chose d'assez saisissant, quoi. Un slasher, un bon slasher aussi, c'est un tueur iconique. Et finalement, dans la masse de slashers qu'il y a eu dans les années 80, un peu moins dans les années 90, et même par la suite, c'est quand même difficile d'avoir un personnage dont on reconnaît tout de suite le look, qui soit vraiment iconique, parce que très souvent c'est un peu interchangeable. Alors oui, le masque, c'est un crâne en métal, comme dans Laid to Rest, qui n'est pas génial d'ailleurs comme film. C'est l'arme en fait, souvent. Oui, alors il y a l'arme aussi, mais vraiment l'allure du personnage, il y a quand même quelque chose, tu vois, justement tous les monstres qu'on a cités. Ah oui, non, mais c'est le plus important, mais je veux dire, dans les slashers des années 80, c'est plus l'arme qui change. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Adrien, parce que l'arme, tu vois, The Burning, tu retiens plus le sécateur. Oui. Ouais. Dans Slumber, tu retiens la perceuse. Le charisme du tueur, sans rire. Bon, bref, au-delà du niveau du film, tu retiens sa foreuse. Au-delà du masque, l'arme, je trouve que tu soulignes quelque chose qui est assez important dans le slasher, le charisme, entre guillemets, enfin, pardon de l'expression
l'expression de l'arme aussi, quelque part, c'est ce qu'on retient pour certains, quoi. Ouais, c'est ce qu'on va chercher. Avec moi, t'as rien perdu, parce que je vais te faire un deuxième trou du cul. Avec ton sang, je vais repeindre les murs et jouer au tennis avec tes murs. Si ça téléphone, décroche ma barcode, ta gorge, je vais la trancher, ton cul, je vais le défoncer. Je vais faire de ton prépuce une capuche pour les puces. Peace. Donc a priori on est tous d'accord sur Scream, sur le fait que c'est un classique malgré tout dans ce qu'il propose de nouveau, mais qu'est-ce que vous pensez maintenant des parodies qui se sont quand même acharnées sur le slasher à la même période ? Il y a la série des Scary Movie, mais pas que. Donc quel est votre avis sur ces films-là ? Est-ce qu'ils ont bien vieilli ? Est-ce qu'ils existent toujours dans l'inconscient collectif ? Est-ce qu'ils ont fait du bien, du mal ? Je sais pas, quel est votre regard là-dessus ? La meilleure parodie des slashers, c'est le film des nuls, c'est La Cité de la Peur. Ah bah moi je suis d'accord. Ouais. Ça, il y en a qu'un seul et unique. Voilà. Red is dead. Attention derrière toi. Ah, série, ça va trancher. Mais là, c'est générationnel. Ouais. Rien ne peut nous arriver d'affreux maintenant. Enfin, c'est génial quoi. C'est marrant parce qu'il y a le décor de la cabane d'Evil Dead. Et effectivement, à l'intérieur, c'est Halloween, quoi. Ouais. Mais c'est que l'intro. Et c'est un film français. Oui, mais après, le reste du film est un slasher. On recherche quelqu'un qui tue des projectionnistes. Ouais. C'est vrai, mais c'est vrai. En fait. J'y avais pas pensé comme ça, mais t'as raison. ODIL, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Meurs, pourriture communiste. Après le film des nuls, enfin on est fan des nuls quoi, mais bon ça reste du cinéma français donc la portée est moindre parce que c'est le genre de film qui peut pas s'exporter après ailleurs et comme le slasher est très américain, donc ça pour nous c'est notre film doudou. Et les Scary Movie, vous en pensez quoi ? Moi je pense qu'encore une fois ce que je veux dire c'est vraiment générationnel, moi j'adore, j'ai découvert du coup avec ça, mais en fait je pense que pour moi Scary Movie c'est y a-t-il un pilote dans l'avion pour vous ? Aïe aïe aïe. Oh, je saigne. Là il va y avoir des problèmes là. C'est l'équivalent. Oh là j'ai mal là. Tiens, pour moi c'est vraiment culte. Oh, je saigne. Moi Scary Movie je trouve ça très bien, le 2 j'adore, j'ai fait des références à ça toute mon adolescence. Et je pense que plus de gens de ma génération ont vu Scary Movie que Scream. C'est fort possible. Largement. Ouais. Parce que ça vulgarise les règles. Ouais. Voilà. Scary Movie, c'est pipi caca, quoi. Je comprends les rêves de ta génération, tout ça. Je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas les miennes et encore, je les connais. Hein. J'ai jamais été perdu. Mais c'est tellement bas de plafond, mais dans le genre pipi caca tout le long, que moi, ça m'horripile, en fait. C'est tellement. Enfin, c'est tout sauf subtil. Non, quoi. Pardon. Non, mais t'excuses pas, je me pignole pas dessus, mais moi ça me fait rire. Mais on a énervé Max, ça y est là. Ouais. Si vous pensiez que la terreur allait s'arrêter, si vous avez cru que le cauchemar était fini, vous aviez raison. C'est quoi ce bruit ? Oups, j'ai pété. Je croyais que ça s'entendrait pas. Moi, je l'ai revu quand même. Hein. Je me suis sacrifié. Hein. Sacrifié. Je l'ai revu là très récemment. Ça faisait longtemps que je l'avais pas revu. Je l'avais en DVD et je sais pas si vous vous souvenez, c'était les débuts des DVD qui étaient hyper alambiqués. Donc pour aller dans le menu, c'est bourré d'animation. Il y a des gags dans le menu qui nous est kiffé au début du DVD. Là, c'était hyper chiant pour trouver le film. Bon, voilà, fin de la parenthèse. Et en fait, j'en avais des souvenirs en fait des meilleures scènes avec le tueur qui était caché derrière le canapé. On voit ses pieds. En fait, j'avais le souvenir des meilleures scènes qui parodiaient plus ou moins Scream, voire qui les reprenaient intégralement, parce que des fois il n'y a pas trop de boulot de comique. Ouais. Quand Max dit que c'est pipi caca, moi je me permets de dire que c'est pipi caca dans les meilleurs moments, parce qu'en fait j'avais oublié à quel point c'était super grossier, vulgaire, aussi. Et puis c'est super misogyne et c'est super masculiniste quoi. C'était pas les termes qu'on utilisait à l'époque, mais franchement les deux ressorts comiques principaux, c'est un mec qui a une petite bite et un autre qui est gay refoulé. Et il y a quasiment tous les gars qui vont converger sur ces deux trucs-là, quoi. Et il y a pas de lecture particulière. C'est juste parce que le mec, il est homo et le mec, il a une petite bite, quoi. Point. Oui. En fait, c'est marrant, j'avais jamais vu que c'était problématique en fait. Là, maintenant que vous le dites, c'est obvious. Ouais, bah oui, c'est normal. Mais en fait, je suis tellement habitué que machin, moi ça me paraît à la base, alors que oui, effectivement, quand j'y repense, c'est très chaud. Bah, tu vis exactement ce que nous on a vécu quand on a commencé à nous faire remarquer que c'était problématique, certains giallo, certains trucs comme ça. Et puis moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'était, à le revoir maintenant, c'est que c'est pas bien réalisé, bah c'est oui, moche, c'est ça.
C'est marrant parce qu'à l'époque, je trouve que ces films-là ont vraiment fait du mal au fantastique. Oui. C'est-à-dire, c'est vraiment, ont pris des scènes parfois telles quelles et les ont tirées vers le bas, quoi. C'est vraiment de la tête sous l'eau, quoi. Autant Scream, il a fallu un peu de temps pour que ça tire le genre slasher mais fantastique de manière positive, quoi. Autant ça a vraiment été des coups bas en dessous de la ceinture, quoi. Moi, ça m'évoque des films comme les Porky's du début des années 80. Putain, c'était pas bon ça. Bah, c'est pas réalisé par Bob Clark d'ailleurs, qui a fait Black Christmas. Oui, tout à fait. Bah, on voit, hein, tout est lié. Oh mon Dieu! Je crois qu'il est mort. Mais on peut pas le laisser ici! Dis-moi, Miss future juriste, c'est quoi la peine pour un homicide, hein? Souviens-toi, l'été dernier. Bon, quand même, pour relever le niveau dans les années 90, il y a eu des nouveaux slashers et des nouvelles franchises de films, parce qu'il y a eu des suites aussi derrière. Ouais. Donc on a Destination Finale, on a Souviens-toi l'été dernier. Il y a des fois des petits films comme ça un peu isolés. Je sais pas si vous vous souvenez d'Urban Legend, par exemple, qui émergeait, qui est pas terrible, j'avoue. Je l'ai vu au cinéma. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ces films qui sont quand même arrivés? Il y a eu des propositions quand même dans les années 90, en plus des Scream et compagnie. Alors, moi, Souviens-toi l'été dernier, c'est très compliqué quand même. Là, c'est encore Kevin Williamson qui est derrière, mais on n'a pas le talent de Wes Craven et peut-être qu'il n'y a pas la bonne rencontre du sujet avec le film, tout ça. Il y a une tentative d'un meurtrier un peu iconique, là, avec sa capuche et son crochet, etc. Ça marche un peu, mais on est quand même dans une division au-dessous. Enfin, les personnages sont pas vraiment attachants. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je sais pas, moi j'ai vraiment du mal avec les Souviens-toi. Moi, Souviens-toi l'été dernier, quand je le mate, je me dis ok, super, je l'ai maté genre il y a 2-3 ans. Ouais. Je me dis super, je suis à la bourre sur ce film, Williamson et tout, je vais me faire un Scream bis. J'ai trouvé ça vraiment pourri. Franchement, c'était Scooby-Doo. En plus, il y a grave du casting de Scooby-Doo. Ouais. Donc, pour Scooby-Doo moi, qui a été raté hein, quand même. Ouais, c'est ça, genre j'ai dit ouais, c'est pas ouf ce Scooby-Doo quoi. En revanche, le 2 est incroyable. Ah. Voilà, on n'en parlera pas forcément plus parce que voilà, mais pour le coup c'est plus méta encore, mais c'est malin et franchement j'ai trouvé le 2 vraiment, peut-être pas 20 sur 20, mais ça m'a scotché à mort. Et je pense que vous l'avez pas forcément vu parce que vu que le 1 est pourri, vous vous êtes dit bah je vais pas y aller. Voilà. Ouais, pareil. Et en vrai, il y a un truc à faire. Franchement, j'ai trop. Maintenant que je voulais hyper de fou, voilà, moi je m'attendais à une merde donc je l'ai quand même acheté en 4K. J'étais dans une folie. J'ai pas aimé le premier. Je me suis dit, j'ai pris édition collector machin. Et bah je ne regrette pas. C'était vraiment très bien. Voilà, c'est tout pour moi sur cette saga. Souviens-toi l'été dernier, 2. Le cauchemar continue. Ouais, moi je me suis arrêté au premier, que j'ai revu l'année dernière. La première fois que je l'avais vu, j'avais pas ça m'était passé comme ça. En le revoyant l'année dernière, ça m'a fait pareil. Par contre, je me suis fait la même réflexion que toi. Je me suis dit, tiens, c'est le casting de Scooby-Doo. Donc quelque part aussi, ça m'a cassé un peu le truc. Bah oui. Mais ouais, voilà, j'ai pas trouvé ça d'un intérêt fou. Oui, bien sûr, ça reprend tous les codes, mais c'est gentillet, c'est tellement light, ça m'a pas intéressé plus que ça. Et donc c'est pour ça que en effet je suis pas allé voir le 2, j'ai pas eu le 3, j'ai eu le remake, j'avais même pas envie de le voir donc voilà. Puis il faut dire aussi qu'il pompe allègrement House of Sorority Hero, c'est-à-dire que c'est le même principe, hein. C'est un film qui est pas sorti en salle je crois en France, qui a été remaké d'ailleurs par la suite, mais c'est le même principe de au début les jeunes filles vont être confrontées à un mort, à un cadavre sur les bras et elles vont décider de le cacher et donc elles sont rattrapées par quelqu'un qui va les menacer. C'est exactement le canevas du film de 83 là, House of Sorority Row. Et donc bon, sorti de ça, c'était peut-être la seule bonne idée de Souviens-toi l'été dernier. Et donc là, c'est quand même compliqué parce que même ça, on peut pas lui rendre ses lauriers quoi. Voilà, c'est un peu naze quoi. C'est un film, je trouve, qui est difficile à voir maintenant. J'ai pas vu la suite, hein, donc Adrien, on va suivre tes conseils. Ouais. Franchement, c'est très très bien. Mais c'est marrant parce que quand c'est sorti, c'était quand même un film qui avait de l'importance. Et d'ailleurs, dans Scary Movie, des scènes entières de Souviens-toi l'été dernier sont parodiées. Hein. C'est pas tout à fait à égalité avec Scream, mais quand même, il y a un ressort assez
important de la parodie qui est tirée de ce film-là. Donc c'est pour ça que c'est un film qui... Et aussi parce que ça a été un méga carton à l'époque. Hein. Oui, tout à fait. Oui. C'est vraiment quelque chose qui avait compté, mais je trouve que ça n'a pas du tout survécu les années derrière. Quoi. C'est un film qui est difficile. Mais parce que le tueur est pas iconique comme Ghostface, Ouais. et surtout il a eu du succès parce qu'il arrive après Scream, et donc par effet d'entraînement, ça lui Voilà, a... exactement. Voilà, c'est ça. Hein. A contrario, moi, Destination Finale, je suis pas très fan de la franchise. Moi, il y a le premier et le tout début de la séquelle. Ouais. Je trouve que là, on est sur une proposition de slasher post-Scream, là qui est pour le coup, qui est vraiment intéressante. On sent le passage de Scream, parce que le concept est quand même très particulier. Les meurtres, c'est pas juste du one-to-one ou à l'arme blanche. Là, on est dans une espèce de surenchère, mais de surenchère qui est assez maligne et intéressante, et intelligente, et moderne. Et ça, je trouve que, enfin, moi, Destination Finale, ça fait partie des films que j'aime bien, quoi. Même encore maintenant. La mort n'en a pas fini avec nous. Je sais qui est le prochain. Personne n'a le contrôle de la vie et de la mort, à part ceux qui prennent des vies, en causant la mort. Je ne la laisserai pas faire. Tu te prends pour Dieu? Moi, je te rejoins. J'aime beaucoup les deux premiers. Je sais que c'est pas votre cas, mais je préfère le 2 même. En fait, ce qui me casse le truc à chaque fois dans le premier, c'est la fin à Paris qui est tellement ridicule. Oh, c'est dégueulasse. Mais j'aime bien les deux premiers. À partir du 3, je suis arrivé jusqu'au 5. Hein, je me suis arrêté au 5, donc j'ai poussé quand même. Mais le 3, 4 et 5, le 3, à la rigueur, il y a 2-3 scènes à la fête foraine, tout ça qui passe. Mais en fait, encore une fois, c'est une mécanique, on est toujours dans la même mécanique, finalement, ça n'apporte rien de nouveau. Même si dans le 5, il y a des refs au premier, on essaie de raccrocher les wagons avec le premier, bon bref, mais c'est fait de manière tellement artificielle et maladroite que ça n'a aucun intérêt. Et donc voilà, après, au bout d'un moment, le concept était fort, en effet, d'avoir le boogeyman ultime qui est la mort. Ça marche bien dans le premier, ça marche bien dans le 2, et parce que dans le 2, c'est plus graphiquement que ça fonctionne, mais la mécanique est déjà rodée, et donc après, ça n'a plus aucun intérêt, quoi. Après, apparemment, visiblement, le dernier qui est sorti il y a peu de temps, que je n'ai pas vu, a plutôt bonne presse, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça pointe quelque chose de relatif au slasher, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir un meurtre, et c'est comment on va y arriver. Ouais. Donc voilà, cette anticipation-là qu'on avait déjà dans le giallo et tout ça, on la retrouve dans le slasher, et justement, Destination Finale joue sur ce canevas-là, c'est-à-dire qu'on sait que le personnage va mourir, ou potentiellement va mourir dans cette scène, et l'idée c'est de tirer sur la corde du suspense pour nous dire comment ça va se passer. Et donc voilà, l'idée, c'est ce qui nous fait kiffer en regardant ce type de film, c'est de voir toute l'ingéniosité des scénaristes pour nous faire dire il va se passer ça, ah non, finalement ça va être ça, et finalement c'est une combinaison, parfois c'est le gaz plus l'allumette plus le machin, etc., qui fait qu'il y a le suspense qui est créé. Donc c'est assez astucieux. Et quelque part, ça se met aussi dans le canevas du slasher, puisqu'on récupère l'aspect fun, l'aspect avec des jeunes gens, tout ça. Maintenant, c'est vrai que c'est dans la mécanique, je trouve que ça marche à la rigueur sur le premier film, et une fois que le premier film est fait, bon, bah, c'est juste une répétition, c'est l'inventivité des meurtres qui peuvent être intéressantes, mais ça m'a pas forcé à aller plus loin que le 2. A contrario, toutefois, sur l'intro du 2, il y a une intro qui est fabuleuse sur une autoroute. Elle est folle. Voilà, c'est fou. Ouais. Il n'y a que ça. Hein. C'est très... Ouais, il n'y a que ça, je suis d'accord avec toi. C'est très difficile de prendre la route et d'être sur la route et de passer à côté de certains camions parce qu'on y pense forcément, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez traumatisant, quoi. C'est ouf, hein. Ouais. C'est ouf de passer un camion à côté d'un camion qui a des troncs d'arbres. Ouais. Tu penses automatiquement à ça. Ouais, il y a un truc, ouais, que n'a pas réussi à faire le premier, justement. Il n'y a pas une scène comme ça aussi forte qui cannibalise le film. Mais le premier, bon, bah voilà, il a quand même mis en exploitation la formule parce que c'était la seule bonne option, parce que finalement, la mort qui s'attaque aux gens, oui, bon, c'est pas plus intéressant que ça. Ce qui est intéressant, c'est le mécanisme scénaristique. Ouais. C'est ça. Le bus a eu un accident. Michael Myers s'est échappé. Il va retourner à Haddonfield. C'est chez lui. Je dois protéger ma famille. C'est pas pour rien si on est censé avoir peur cette nuit-là. Ça fait longtemps que je me prépare pour cette nuit. Il ne faut surtout pas traîner dans les rues ce soir. Restez pas là, rentrez! Restez pas dehors! Critiqué, parodié, ringardisé, et pourtant, tels les tueurs qu'il met en scène, le slasher est toujours vivant, et il revient pour se venger.
Après avoir fait profil bas dans les années 2000, les tueurs masqués ressortent du placard dans les années 2010. Un comeback inattendu et massif qui démontre que le slasher parle à une toute nouvelle génération de spectateurs. Alors, on est d'accord que l'on oublie tous les remakes des années 2000. Tout y est passé, Freddy, Jason, Halloween par Rob Zombie, mais rien ne peut rivaliser avec les originaux. Et bien justement, c'est le retour des sagas originales. La société Blumhouse, spécialisée dans le cinéma de genre à petit budget, déterre Halloween qui devient une nouvelle trilogie en 2018. Forcément, ce reboot va donner des idées à la saga Scream, qui devient une série TV, puis revient en salle pour un 5e, 6e, 7e opus. Idem pour Destination Finale, dont un 6e film est sorti en salle récemment. Bien entendu, les nouveaux venus réclament leur part du gâteau. Netflix diffuse les Fear Street, une série de films au goût vintage. L'auteur et réalisateur T. West occupe l'espace avec sa trilogie mettant en scène Mia Goth avec X, Pearl et Maxine. Damien Léon invente le tueur Art le clown pour la saga Terrifier où slasher rime avec splatter, le gore outrancier. Quant au petit malin de l'industrie, il guette patiemment que les héros Disney de notre enfance tombent dans le domaine public pour transformer Mickey, Winnie l'ourson ou encore Popeye en tueurs sanguinaires à la Jason Voorhees. Pour relever le niveau, on peut compter sur l'Elevated Horror justement. Les intellos de l'épouvante vont oser des slashers au concept alambiqué. Happy Death Day mix slasher et boucle temporelle. Grand prix à Gérardmer en 2025, A Violent Nature nous propose un pur slasher type Vendredi 13, mais vu uniquement du point de vue du tueur en mode éléphant de Gus Van Sant. Alors la team, quel est votre regard sur le slasher moderne ? On commence par les nouvelles versions des vieilles franchises. Allez, on commence par Halloween. Moi, quand Halloween sort du coup en 2018, c'est pile la période où je commence à être moins naïf sur le truc. Ça fait déjà un petit temps que j'ai bouffé du slasher, etc. Donc je suis très très hypé. Et j'y vais du coup au cinéma avec mon père et j'y vais en mode cinéphile nazi. Je pars pour le défoncer et en fait j'ai grave aimé. Finalement, j'ai bien aimé au cinéma, j'ai trouvé mon compte, j'ai trouvé que c'était plutôt malin. Après, c'était au tout début de cette nouvelle vague de slasher et de reboot. Ouais, de reboot, voilà. Donc j'étais peut-être un peu plus indulgent finalement, même si j'étais allé avec des a priori, et j'ai bien aimé. Après, pour les deux autres qui suivent, c'est à gerber, je trouve. Enfin, c'est vraiment le bas de... Enfin, c'est terrible. Enfin, Kills et Ends, je trouve ça vraiment à chier. Mais celui-là, moi, j'ai bien aimé. Je sais pas ce que vous en avez pensé en tant que fan hardcore de Halloween. Mick, est-ce que toi, tu as tenu ou... Alors, moi, je fais juste un toute petite aparté sur le Halloween de Rob Zombie parce qu'il y avait un truc qui était assez intéressant dans le Rob Zombie, c'est qu'en gros, c'est pour moi à la fois sa force et ce qui le limite aussi pour moi, c'est que plutôt que de refaire un remake lambda, ce qu'il fait dans la dernière partie du premier film, il part dans justement les segments qui sont pas abordés dans le film de Carpenter. C'est-à-dire, il développe toute l'histoire psychologique du gamin dans l'hôpital psychiatrique, sa relation avec le docteur Loomis et tout ça. Et il intègre son propre cinéma, inspiré du cinéma gothique et surtout très bourrin. Autant l'original de Carpenter, il y a un côté très presque géométrique dans la mise en scène. Voilà, c'est millimétré, calme. Il y a quand même une sorte comme ça, une violence sourde. Dans le Rob Zombie, c'est très bourrin, très à l'image des années 2000, justement, le film d'horreur des années 2000, post-11 septembre, Guantanamo, etc. Donc il y a un truc comme ça, que je trouve assez intéressant, et en même temps, en crédibilisant le personnage, je trouve qu'on perd complètement la force de ce que fait Michael Myers, donc j'y trouve pas vraiment grand intérêt. En chacun de nous se cache une part d'ombre. La plupart des gens savent s'en éloigner. Mais certains se laissent consumer. Rob Zombie nous livre une vision extrême de la terreur et réinvente la légende. Halloween. En revanche, il réintègre des idées comme ça dans Halloween 2, qui est un peu foutraque, qui n'est pas toujours très bien réalisé, etc. Mais il y a des idées vraiment assez fulgurantes. Il y a un côté beaucoup plus Rob Zombiesque dans le film, et il y a des choses qui sont intéressantes, et il y a une mythologie étrange qui s'est créée autour du personnage, de ce qu'il voit, les visions qu'il a, etc., que je trouve pas inintéressante.
Pour Halloween, moi le premier Halloween le reboot, j'y suis allé pour plein de raisons. Je sais qu'il a été adoubé par Carpenter. Alors est-ce qu'il cachetonne ou pas, je ne sais pas, mais il a été adoubé par Carpenter qui en signe la musique avec son propre fils. La bande originale est vraiment fabuleuse. Il y a un retravail sur la bande originale de Halloween qui est vraiment très très bien traité. Il y a des ajouts avec des guitares qui sont hyper intéressantes. Et le film est pas inintéressant. On reprend une Laurie Strode bien plus tard dans sa vie. Qu'est-ce qu'il y a après l'aftermath de tout ça? Comment elle se reconstruit, tout ça. Donc là, le film exploite ce filon-là avec Jamie Lee Curtis qui est fabuleuse dans le film, qui soutient le film de bout en bout. Maintenant, bon, voilà, le film peine quand même à tutoyer l'original de Carpenter. Bien sûr, il y a des plans séquences, il y a des choses comme ça. J'ai trouvé ça pas mal, mais je me suis pas tapé le cul par terre. Et surtout, il y a des trucs un peu chelous qui se passent avec le Dr Loomis dedans, en fait, les revirements de situation que j'ai eu du mal à intégrer. Et après, le deuxième, j'ai trouvé ça épouvantable. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment naze de bout en bout. Et j'ai pas vu le troisième, justement parce que le deuxième m'a déjà coupé la chic. J'avais pas envie d'aller voir plus que ça. Le croque-mitaine. Tout ce temps passé à te cacher, à te préparer, tout ça, pour rien. T'en as fait ta priorité avant ta famille. D'ailleurs, ça t'a coûté ta famille. Si la façon dont j'ai élevé ta mère a fait qu'elle me déteste, mais qu'elle est préparée à affronter les horreurs de ce monde, alors ça me va. Dis adieu à Michael et tourne la page. Le reboot de 2018, j'ai vu que le premier, que j'ai regardé d'un œil parce que voilà, j'étais complètement détaché. Enfin, ça me plaisait de replonger dans cet univers-là, de revoir Jamie Lee Curtis, et c'est intéressant ce que tu dis, Mick, justement pour cette raison-là, de revoir le personnage de Laurie Strode 40 ans après. Mais en fait, le film m'a pas intéressé. Je l'ai regardé d'un œil, comme ça, voilà, d'un œil un peu détaché, et ça m'a pas donné envie de voir les deux autres. Je les ai achetés en support physique, mais j'ai jamais eu envie de les voir. Et je reviens par contre sur les deux Rob Zombie. En effet, je les ai trouvés, je suis d'accord, ils ont autant de qualités que de défauts, mais j'ai trouvé que c'est, voilà, au moins il y avait une proposition. Ouais, voilà. Voilà, moi c'est d'avoir une proposition. Elle est ratée, certes. Elle déconstruit quelque chose, tout un mystère qu'on aurait aimé garder. Mais je les trouve pas inintéressants, donc je les déglingue pas. Je les vénère pas non plus, mais je les déglingue pas. Et justement, par rapport au film de Green de 2018, donc le seul que j'ai vu, je trouvais que là, pour le coup, il y avait moins de propositions. Ouais. Oui, on retrouve Laurie Strode. Ça, pour le coup, je viens de le dire, c'était intéressant. Mais c'est tout, en fait. Ouais. Pour ça, je me suis dit, bon, bah, la suite, j'ai pas envie de le voir. Et ce que vous venez de me dire sur les deux suivants ne me donne pas forcément envie de les voir non plus, quoi. Et toi, Eric ? Moi, je suis pas fan de tout ça. Alors, effectivement, un petit mot sur le remake d'Halloween, parce qu'on avait dit qu'on évacue les remakes, mais c'est vrai que ça mérite qu'on s'y attarde 12 secondes et demie, hein, pas plus, parce que tous les autres remakes de Freddy, tout ça, pour moi, c'est même pas possible. Ah ouais. Mais Rob Zombie, oui, il y a une proposition. Personnellement, je suis pas fan. Ça fait illusion sur le premier, le deuxième, j'ai détesté. Et quand tu parles, effectivement, Michael, de voir qu'on voit la psychologie de Michael Myers enfant, mais personnellement, je m'en fous. Ouais. Tout comme le frère de la sœur du grand-oncle du cousin germain, tu vois, qui a été exploité dans les séquelles. Mais c'est en plus, tu l'as dit, c'est contradictoire avec ce qu'incarne Michael Myers, c'est-à-dire la figure du mal absolu, quoi. Donc, qu'il ait été traumatisé dans sa petite enfance, enfin, je veux dire, c'est un contresens. Et je trouve, moi, personnellement, que Rob Zombie, c'est un réalisateur qui est très surestimé. Il a fait illusion sur ses premiers films, qui étaient pas mal du tout, hein. Mais après, je trouve que c'est... enfin, je me suis totalement désintéressé de son cinéma passer les remakes d'Halloween. Donc ce qui nous ramène à la trilogie là de Blumhouse, moi personnellement je suis pas fan. J'ai essayé de voir le premier, mais comme Max, d'un œil et encore d'un demi-œil, tellement ça m'intéresse pas, tellement le concept de voir moi la vieille Final Girl des années après, moi je vois, parce que si on regarde pareil ce qu'ils ont fait avec Massacre à la tronçonneuse, avec Netflix et tout, c'est toujours le même truc, on va chercher le vieil acteur, la vieille actrice, histoire de faire fanboy, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même recette, c'est l'espèce de caution. Ouais, la caution. Et donc t'as le petit vieux, la petite vieille qui vient payer ses factures en faisant ça avec toujours la même phrase, ça fait tant de temps que je t'attends, ça fait 20 ans, 40 ans, c'est toujours le même truc. Et très sincèrement, en fait, quand je vois ça, c'est peut-être très bien pour une nouvelle génération, et c'est sûrement des films de qualité, mais c'est là où il y a un moment donné, faut se positionner sur ce que j'appelle l'obsolescence programmée, quoi. Et a priori, quand on fait un podcast qui s'appelle Retour à l'écran, on se positionne contre l'obsolescence programmée.
mais sur le fait que les films ne vieillissent pas tant que ça, et même si des fois ça demande un certain effort pour voir des films qui sont vieux de 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais il y a un moment donné, ils ont de la valeur, quoi. Et de se dire que ces films-là sont trop durs à voir pour une nouvelle génération, donc on fait table rase et on les refait, machin. Moi, j'ai un problème avec ça. Donc effectivement, John Carpenter à la musique avec son fils, la BO est super, ça fait plaisir de revoir Jamie Lee Curtis, mais au-delà de ça, moi personnellement, ça m'intéresse pas. Je suis désolé, c'est sûrement bien, mais ça ne m'intéresse pas, quoi. J'ai pas envie de voir ça, quoi. Donc moi, j'ai un vrai problème, quoi. Boum. Voilà. Allez, salut. Est-ce que parmi vous, des courageux, des téméraires ont essayé de regarder Scream en série télé sur Netflix, enfin diffusé sur Netflix? Si, vite fait, très vite fait, au moment où c'est sorti, et j'y ai vu aucune filiation, j'ai rien bité en fait à ce projet. C'est même pas... Ouais, voilà, on comprend rien. Moi, je me suis arrêté au premier épisode, je me suis dit, mais ils sont complètement à la ramasse, les mecs, ça n'a rien à voir. C'est même pas le même masque, c'est quoi ce... Ok. C'est quoi ce truc? Oui, non, enfin... En fait, ça me rappelle, vous savez, les tout premières tentatives de films de super-héros où les mecs essayent de faire des films de super-héros sans comprendre qu'est-ce que c'est un film de super-héros. Bah, c'est exactement pareil. Là, on essaye de faire Scream sans savoir ce que c'est, quoi. Il y a un truc... et il y a eu plusieurs saisons en plus, hein, c'est incroyable. C'était en 1978. Il y a 5937 jours. Shadyside, son passé chargé d'horreur lui a valu un tout autre surnom, la capitale du meurtre aux États-Unis. Qu'est-ce qui nous arrive ? Ces massacres se reproduisent sans arrêt et toujours à Shadyside. Vous êtes la seule personne qui a survécu. Comment on peut mettre fin à tout ça ? Il faut retourner dans le passé, là où tout a commencé. En 1666. Bon alors, comme on est dans les nouveaux acteurs du marché, donc Netflix, alors je crois que parmi vous, il y a des courageux qui ont essayé Fear Street, la nouvelle série trilogie, mais avec des quintuples suites spin-off déjà, on n'y comprend rien. Oh oui. Ça se réclame ouvertement du slasher des années 90 a priori, même s'il y a des versions qui sont plus orientées sur les 70s, etc. Alors ça vaut quoi Fear Street ? Bah écoutez, pour moi c'était une bonne surprise, Fear Street, alors j'ai vu que le 1 et le 2. J'attendais à rien de ce truc-là. Généralement, des prods Netflix, j'attends pas grand-chose. Et j'étais agréablement surpris. C'est un bon hommage, justement. Alors, le premier au slasher des années 90. Il y a les refs, elles sont évidentes. Mais la réalisatrice a plutôt bien utilisé ça. Alors, moi, je suis pas d'accord. Je sais déjà, j'anticipe déjà le fait que tu vas dire que c'était chiant. Alors oui, comme tous les slashers, ça met un peu de temps à démarrer. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il y a pas mal de propositions. Il y a pas mal de tentatives qui sont parfois réussies. Des meurtres... Je sais que tu vas dire exactement le contraire, mais je trouve qu'il y a des meurtres hyper intéressants graphiquement. Ça dure 1h45, je me suis pas emmerdé, j'ai trouvé ça, voilà, c'était une très bonne surprise. Et vraiment, on a toutes les rêves, tous les codes, il y a une très belle direction artistique. On a toutes les rêves, tous les codes des années 90. Le mal est parmi nous. Il se régale de nos méfaits. S'ils veulent une sorcière, je vais leur en donner une. Sorcière ! Sorcière ! Je maudis cette ville. À tout jamais. Pour la faire courte, les 3 premiers films étaient prévus pour sortir au cinéma. Ce ne sont pas des productions Netflix à la base, mais elles ont été produites au moment du Covid. Donc elles ont été rachetées par Netflix, qui se les a appropriées, qui les a diffusées. Mais ça devait sortir au cinéma dans un intervalle d'1 semaine ou 2 semaines, je crois, à l'époque. Et donc ces 3 films ont été tournés en même temps. Donc il y a déjà des connexions avec la suite. Et donc le premier t'introduit un peu ce qui va se passer dans le deuxième épisode, qui lui se passe en 1978 et qui lui reprend tous les codes des slashers de l'âge d'or. Et là aussi c'est plutôt bien réussi, c'est plutôt bien vu. La réalisatrice, elle a bien assimilé tout ça, elle s'en est ni moquée, on sent qu'elle connaît bien son sujet, elle s'en moque pas, elle fait pas de la ref pour faire de la ref non plus, c'est bien intégré dans une histoire plutôt intéressante qui est adaptée aussi à la génération actuelle, et je pense que c'est une saga. Après il faudra que je voie le 3, j'ai pas vu le Prom Night qui là pour le coup est une production purement Netflix et qui visiblement est de piètre qualité, mais en tout cas des 2 premiers films que j'ai vus, je trouvais que c'était une bonne passerelle générationnelle finalement, entre la première génération, c'est-à-dire la nôtre, celle qui a vu l'âge d'or des années 80, la tienne, Adrien, celle des années 90. Peut-être que j'étais bien luné, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ouais, très très bien luné. Je pense que tu étais en forme parce que j'ai essayé donc le 90, je me suis endormi au bout de 20-30 minutes. J'ai essayé le deuxième, je me suis endormi au bout de 20-30 minutes. J'ai réessayé le premier, je me suis réendormi au même moment, 20-30 minutes. Il y a un mur que j'arrive pas à dépasser.
Moi je vois la formule avec les tubes de l'époque et tout, en plus je me dis ah ouais, donc ils font ça en fait pour la nouvelle génération, donc ça me fait, et c'est des chansons que j'adore qui sont hyper présentes pour moi, donc je me dis ah ouais, en plus c'est des films qui me disent que je suis vieux, donc déjà c'est un message que je trouve désagréable, tu vois, dès le début. Non, moi j'y arrive pas du tout, et puis c'est très contemporain mais avec l'esthétique de la série, donc faut aimer les plans ultra classiques, le personnage au milieu, le chant contre chant pendant 3 heures, faut vraiment aimer ça quoi, parce que oh là là, c'est... Mais la lumière est belle. Oui, la photographie est très belle. Après, je te l'accorde, hein, c'est pas de la grande mise en scène et compagnie, mais pour une fois qu'on a une proposition plutôt honnête et pas m'as-tu vu et pas. Alors, je comprends hein, que vous ayez pas aimé. Je peux le concevoir et je pense que j'étais très bien luné quand je les ai matés. Mais parce qu'en fait, je venais de manquer tellement de mauvais slashers que je pense que peut-être que hors contexte, j'aurais trouvé autant aussi chiant et aussi à chier que vous. Mais là, ça tombait et ça arrive souvent. Hein. Enfin, notre ressenti dépend aussi de notre mood et d'un moment. Ah oui. Et là, je pense que personnellement, c'est tombé au bon moment pour ces 2 premiers films-là. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé des propositions intéressantes. Un hommage au genre, en tout cas au sous-genre plutôt respectueux et de quelqu'un qui connaissait son sujet. Et moi, quelque part, ça m'a presque suffi à me satisfaire, pardon. Pour Fear Street, moi, mon avis, c'est l'exact opposé de celui de Max. Je me suis endormi à 30 minutes, mais au réveil, j'ai relancé. Tu vois, après une bonne petite sieste, en me disant tiens, peut-être que ça va repartir. Bah en fait pas du tout. Moi j'ai trouvé vraiment que c'était une coquille vide. Je trouvais que ça reprenait tous les codes, mais typiquement l'intro, c'est en reprenant cette espèce d'intro Scream avec les mêmes plans, le même ralenti, machin. En fait j'ai trouvé ça cringe, parce que j'ai l'impression que ça s'adressait aux fans de slasher d'un côté en disant t'as vu, je t'ai bien compris, et d'un autre côté à la nouvelle génération, mais qui pour moi ne doivent rien imiter, parce que on dirait que ça veut en faire plus que les slashers de base, mais du coup ça n'a pas, je trouve que ça n'a aucun sens. Ça veut rajouter du lore, on comprend rien, c'est imbitable. Le premier en tout cas, je trouve ça imbitable. Les tueurs, aucun charisme, ça met un max de musique, mais j'ai jamais vu un montage comme ça. Il t'enchaîne 8 musiques d'un coup, sans transition, genre allez hop 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 hop. Ouais. Mais putain, mais merde, genre c'est infernal. Qui aime ça quoi. Je sais pas. J'ai pas du tout kiffé. Et surtout que pourtant je suis plutôt cool sur ces trucs-là. Je veux dire, dès que tu me mets un peu de trucs 80s, des néons et 2-3 musiques Walkman, machin, ça passe. En général, je suis ultra fan de Stranger Things, mais là, j'ai trouvé ça vraiment pas fou. Faut noter aussi que j'ai maté en premier Prom Night, du coup celui que tu expliquais Max, qui a été fait pour Netflix pour le coup, et ça qui est une énorme merde. Du coup je suis parti un peu du mauvais pied aussi, mais ouais non, Fear Street... J'ai oublié de préciser un truc sur Fear Street qui pourra peut-être convaincre celles et ceux qui nous écoutent de voir cette saga, vu que je suis seul contre tous ici. C'est qu'au-delà d'une saga qui reprend intelligemment les codes du slasher, elle les mêle à une histoire de malédiction de sorcière plutôt sympa, je trouve, qui trouve toute son explication dans le 3e film. Voilà, je sais que c'est pas grand-chose de plus, mais voilà. Et je suis très content d'être presque le seul à défendre cette saga. Donne-moi 5 stars qui ont commencé dans les films d'horreur. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields et... Maxine Minx. J'aime pas traîner seul avec le traqueur de la nuit dans la nature. Le traqueur de la nuit. Le traqueur de la nuit. Le traqueur de la nuit terrorise Los Angeles. Ça ira, je sais me défendre. Comme toutes les filles mortes à Hollywood. Alors, une saga, on devrait dire une trilogie pour l'instant qui hype beaucoup les fans de Fantastic, c'est la trilogie T-West avec Mia Goth, avec X, Pearl et Maxine. Vous, est-ce que vous avez vu ces films-là et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je les ai vus dans l'ordre du coup. Je pense que j'ai découvert X un chouille après sa sortie et après j'ai vraiment enchaîné les 3. Moi, je trouve ça trop bien. Je trouve ça vraiment génial. Surtout X, que je trouve vraiment au-dessus du lot. Je trouve que au contraire, ça... Pire. Je trouve que au contraire de Fear Street, ça a digéré ses références et ça nous propose un truc... pas. Ah, mais si, ça nous propose un truc qui peut nous plaire quand on est vraiment accro au genre, etc. Pearl, je suis un peu moins fan, même si je trouve que la DA est... c'est le meilleur des 3. Putain. Moi, je trouve que Pearl, la DA est belle, mais qu'il est plus faible. Voilà, et Maxine, je l'ai vu au ciné. J'avoue que quand je suis sorti du ciné, j'ai vraiment kiffé, parce que ça m'a bien parlé, c'est vraiment l'esthétique que j'aime, patati patata. Mais c'est celui, quand j'y repense, qui est peut-être le plus faible, maintenant, après coup.
Je trouve qu'il est moins, il m'a moins marqué, mais pourtant c'est censé être celui qui me botte le plus et c'est celui que j'ai préféré voir. En tout cas, c'est le seul que j'ai vu au ciné, mais c'est celui que j'ai préféré voir. Mais voilà, après coup, je dirais X, Pearl et Maxine, dans l'ordre de sortie en fait finalement. Ouais, moi j'ai bien aimé. Je trouve ça bien, je trouve ça assez bon, mais j'arrive à comprendre pourquoi vous aimeriez pas. Mais par contre, si Max a aimé Fear Street, t'as pas le droit de pas aimer la trilogie là. Non mais je peux comprendre X, mais voilà X en fait je vois il y a les refs, il y a tout ça machin, mais j'ai trouvé ça du tellement plat. On sent que le budget est quand même tout rikiki. Moi j'ai trouvé ça chiant, pas surprenant, pas fun. Le côté boulard. Bref, ça m'a pas intéressé plus que ça. Pearl, je trouve ça beaucoup plus intéressant justement, cette histoire de danseuse qui n'a pas pu... Enfin, tout le contexte en fait, là pour le coup il y a beaucoup de fond, et complètement différent. Là pour le coup, ce qui est bien dans cette trilogie, même si je suis pas très fan de cette trilogie, on a 3 univers différents. Et j'ai trouvé cet univers-là et le fond de ce film-là beaucoup plus intéressant. Je le mets pas dans mes top films, loin de là, mais j'ai trouvé ce film-là plutôt intéressant. Et le troisième, dans la forme, forcément, je kiffe. T'as toutes les refs années 80, t'as un générique qui commence avec un morceau iconique de ZZ Top. Enfin voilà, dans la forme, tout est génial. Mais il y a rien derrière. Il y a rien. Oui, on retrouve l'univers des années 80, le côté crasseux de Los Angeles, le milieu du porno, le milieu du film d'horreur des années 80. Il y a tout le crasseux qu'on pouvait avoir dans certains films de Abel Ferrara, notamment dans les années 80, qui était plus à New York pour le coup, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mais derrière ça, il y a tellement rien, ça raconte rien. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça intéressant, quoi. Alors, dans la forme, ouais, putain, j'ai pris un gros kiff de forme, en fait. C'est que la forme, Maxime. Donc, pour moi, c'est une trilogie assez inégale. Mais c'est fun, toi qui aimes le fun. Bah non, je l'ai pas trouvé fun, en fait. Le premier est pas fun, le deuxième est, là, pour le coup, est bien, mais c'est pas une question de fun, mais c'est pas tellement un slasher finalement, c'est oui plus ou moins, je sais pas, mais en tout cas je l'ai pas vu comme ça moi, mais j'ai trouvé intéressant dans ce que ça racontait sur le parcours de cette femme finalement, de cet ancêtre finalement. Et le dernier, voilà, je l'ai déjà dit, c'est un gros kiff de forme, mais c'est absolument tout quoi. La fille du fermier, prise 1. Il faut que je sois célèbre, Wayne. Tous les meilleurs le sont. Il y a personne d'autre qui est comme toi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'es faite pour être une star. Moi personnellement, T West, je suis pas du tout fan de ce gars. Moi je trouve que c'est vraiment du bling bling. Enfin je sais pas, c'est vraiment le gars, il a la saveur du cinéma des années 80, etc. Et puis en fait, je le trouve pas particulièrement brillant. Moi j'aime pas trop ce qu'il fait. Donc moi la trilogie, j'y allais moyennement. J'ai plutôt bien aimé X. Alors que j'adore le pitch, il y a un petit côté massacre à tronçonneuse comme ça. Bon après, effectivement, ça devient très classique voilà. Et avec des choix, parce que Mia Goth fait plusieurs rôles très maquillés, donc on se demande pourquoi, etc. Alors ça a du sens avec toute la trilogie derrière, mais quand tu regardes un premier film, tu te demandes. Donc bref, ça m'a un peu gâché, j'ai trouvé ça plutôt sympa à regarder. Bon, moi je me suis pas endormi, c'est déjà pas mal. Moi, Pearl, qui est vanté comme étant le super film, Mia Goth, elle est géniale dedans, ça c'est vrai, c'est une super actrice et on sent qu'elle a un rôle fort, mais j'arrive pas à m'y intéresser. Je sais pas quoi vous dire. Moi j'aime pas ça. Moi j'ai l'impression de voir de la contrefaçon. J'ai l'impression de voir un film qui vient de Shine ou de chez Wish. Je sais pas quoi vous dire. Il y a un truc. Dans la texture même du film, formellement, il y a un truc qui est lisse, qui est électronique, et qui est en mode pilote automatique. Je trouve que ça n'a pas d'âme, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. X un peu plus, mais Pearl déjà, je vois la formule. Moi, j'y arrive pas. J'ai un blocage avec ça. Donc, j'ai vu Pearl en me pinçant pour pas m'endormir jusqu'au bout. Il y a un très beau plan final cadré sur le visage de la comédienne. Ça tombe bien, c'est la photo qui a été exploité à des fins commerciales, marketing un peu partout sur les affiches. Voilà, moi c'est pas un grand souvenir et j'ai pas testé Maxine parce qu'en plus il paraît que c'est le moins bon quoi, donc autant dire que moi j'ai très très peu de chance d'adorer. Donc ouais, moi je vois le produit marketing là-dedans quoi, je vois le gars, le T West qui occupe un espace un peu libre maintenant que les vieilles gloires ne tournent plus parce que les gens sont trop vieux ou certains sont morts comme Wes Craven, que la nouvelle garde fait un peu autre chose. Le mec il occupe le terrain, moi je vois vraiment du produit marketing là-dedans quoi. Alors moi, sur Ty West, je suis plutôt friand de son travail. Alors House of the Devil, il y a un truc qui m'avait bien plu lorsque je l'ai découvert, c'est...
En fait, il n'y a rien dans le film, parce que le film est fait pour une bouchée de pain. Mais en gros, il joue sur l'attente. C'est-à-dire, il va se passer quelque chose et c'est le regard, c'est la position de la caméra qui fait que ça génère de l'attente. Je comprends tout à fait qu'on puisse trouver ça chiant, mais j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et après, dans la dernière partie, évidemment, il révèle les tenants et les aboutissants de son récit, bien sûr. Ensuite, Innkeepers, moi, c'est un film de fantôme que j'avais trouvé vraiment super bien. Je sais qu'il n'a pas bonne presse et tout ça, mais moi, je le trouve vraiment hyper intéressant. Les personnages sont attachants, il n'y a pas grand-chose. Pareil, on tire sur la corde, sur des zones de suspense. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Je l'avais vu en salle au pif. Et donc je garde un bon a priori de Ty West. On m'avait fait tout un foin sur le premier, sur X, et donc j'étais hypé, mais je ne l'ai pas vu en salle, je l'ai découvert après, et j'ai trouvé que bon, ça sent fort quand même Massacre à la tronçonneuse, un peu trop, et donc il y a quand même beaucoup de films, je pense au film de Duvel, ce que j'aime beaucoup, tout ça, mais voilà, il y a beaucoup de films qui ont utilisé le ressort Massacre à la tronçonneuse et le côté poisseux dans l'image, etc. Donc c'est pas que ça m'a gonflé, mais c'est que bon, j'y allais un peu à reculons. Mais j'ai trouvé que la première partie était très intéressante, le tournage du film porno qui dérive avec la jeune fille prude qui sort avec l'ingé son et puis qui finalement est tentée par l'aventure, etc. Et le mec réagit parce qu'il dit bah attends non tu peux pas, t'es ma copine, etc. Et donc là il y a une zone intéressante narrative. Ça c'est le meilleur. Ouais. Ça je trouve ça super intéressant. Et la deuxième partie, j'étais moins convaincu. Je trouve que ça rentre sur des rails. Il y a une histoire avec un maquillage de vieillissement que je trouve pas forcément réussi pour le coup. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe lors d'une scène avec justement le personnage qui est maquillé et un autre personnage qui ne l'est pas. Et en fait, c'est joué par la même personne et donc je trouve ça assez intéressant. Et ce qui est raconté est assez intéressant, mais malgré tout, ça va pas au-delà. Donc ça m'a pas forcément plus hypé que ça. C'est-à-dire que ça s'est un peu effondré au fur et à mesure du visionnage. Et ensuite, j'ai pas vu Pearl et j'ai pas vu Maxine. Et Maxine, c'est celui qui me chauffe le plus en fait. Je pense que je les verrai d'un bloc. Mais pour l'instant, je peux pas en dire bien plus. Voilà. Ouais, te mets pas la rate, je pense, franchement. Bon, il y a une saga qu'on n'a pas abordée encore et je pense qu'il va y avoir bagarre. Ouais, je pense. C'est la saga Terrifier de Damien Léon. Moi, en fait, les Terrifier, j'ai vu... je voulais pas les voir, déjà. Donc, je me suis sacrifié pour nos auditeurs et pour cette émission. J'ai vu le 2. C'était celui-là que j'avais sous la main. Et aussi, le fait que c'est aussi avec le numéro 2, je pense qu'il y a toute une hype qui s'est fait. Il y a eu un très gros succès. Le film est sorti en salle de manière limitée en France et a eu un succès extrêmement surprise quand même. Donc, c'est là où il y a une grosse hype qui s'est fait. Et j'ai l'impression que le 2 marque quand même, c'est un pivot dedans. Donc j'ai regardé celui-là, 2h30, ouais. Le film gore, sans scénario, un peu bas de caisse, je me suis dit, on va peut-être pas y arriver. Alors en 2 fois, certes, mais j'ai réussi à le voir. Effectivement, ce que ça nous promet, on l'a et on n'a pas beaucoup plus. Donc il y a un tueur qui tue de manière aléatoire des gens. Il y a un début de lore dans ce épisode numéro 2. C'est 1000 fois trop long pour ce que c'est. Ah ouais, c'est sûr. Les meurtres sont archi gore, sont écœurants de gore. Voilà. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une âme là-dedans, quoi. Oh. Donc je trouvais qu'il n'y avait pas d'âme dans les T-West, Netflix et compagnie. Et là, il y a une âme. Ouais. Il y a un truc. Alors effectivement, ça vient de l'underground. C'est pas des gros moyens. C'est un peu bricolo. En termes de montage, c'est d'une mollesse. Le numéro 2, enfin, c'est le même film juste en faisant des raccords corrects. Il y aurait 20 minutes en moins déjà. Ouais, on est d'accord. Mais le Art le Clown, cette espèce de boogeyman, je pense qu'il va avoir sa place dans le panthéon du fantastique, ouais. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment hyper fort, et le personnage incarne quelque chose de notre époque, incarne cette violence de terrorisme, hein, c'est-à-dire que ça tape n'importe où, de n'importe quelle manière, sans aucune raison, donc ça raconte quelque chose aussi de l'époque dans laquelle nous vivons, donc c'est pas si débile que ça en fait. Et le personnage est très étonnant, il est assez fascinant même, d'une certaine manière. Les effets spéciaux sont très particuliers, donc c'est le réal qui les fait lui-même, donc c'est un peu un prétexte au départ. Je suis pas fan de l'histoire des personnages, mais j'avoue que je l'ai vu, ça m'a marqué, je vais pas l'oublier de sitôt, je l'ai traversé, il y a un truc en fait qui s'est passé quoi. Et donc moi j'ai très envie de voir le 3e épisode. Je suis pas sûr de voir tous les films au préalable qui ont été faits, parce que visiblement ça commence dans l'underground, donc c'est un petit peu laborieux, mais en fait ça m'a vraiment intrigué, et moi je fais plutôt partie des conquis. Oh. En parlant de surprise les enfants, on a un invité très spécial avec nous aujourd'hui, tout droit venu de Miles County,
Merci d'accueillir Art le clown. Allez, vas-y Adrien, j'essaierai d'avancer mes arguments. Le truc c'est que moi j'ai pas de truc précis à dire, je me suis fait le premier il y a 1 an ou 2 parce que beaucoup de gens, de jeunes m'avaient dit qu'ils aimaient le film d'horreur grâce à ce film là, donc je me suis dit ok, bon bah je vais me faire violence, j'ai regardé, j'ai trouvé ça à chier, le premier j'ai trouvé ça vraiment très très mauvais, cheap, on disait ça ressemble à un fan film, pas digéré, etc. Et en fait, le truc, c'est que si ce film, je l'avais eu comme ça, enfin, je l'avais regardé comme ça à la télé sans me poser de questions, je me serais juste dit, bon, bah, c'est de la merde, machin. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu te mets à aimer l'horreur avec ce film-là. C'est du porno, quoi. C'est du torture porn, y a rien. Ouais, du gonzo. Ouais, voilà, mais je trouve qu'il y a rien. Le 2... Là pour le coup, moi j'ai passé quelques passages parce que 2h30 de ça, c'est pas possible de... Je comprends l'esthétique de Art le Clown, je comprends qu'il y a un côté charismatique, mais il y a rien. Et je me demande si vous avez pas aimé parce que vous vous êtes mis en condition de vous dire alors, il y a quelque chose à comprendre parce que les gens ont aimé, donc qu'est-ce qui machin. Mais franchement, tu le regardes comme ça sans te prendre la tête, je pense que tu chies dessus, quoi. Non, je l'ai pas regardé comme ça. Je sais pas, mais je l'ai pas regardé comme ça, moi. J'ai pas... Ou alors peut-être qu'il fallait le traverser, peut-être qu'il fallait pas faire avance rapide sur certains moments, mais moi j'ai trouvé fan film, etc. Et en fait, ça me fait penser à... Je sais pas si ça vous parle, si je parle de Kung Fury. Oui, on voit très bien. Pour moi, c'est ça. Bah, explique peut-être pour les auditeurs. Alors, Kung Fury, c'est un court-métrage, très 80s, parodie 80s d'un jeu vidéo, machin. C'est full second degré avec tout ce qu'il y a dans les 80s. Enfin, il y a un mec qui chevauche un T-Rex sur une espèce de matrice. Enfin, c'est une parodie, hommage années 80, mais ça marche, c'est marrant, vite fait, parce que c'est très très court. Ouais. C'est un concept, mais me taper ça sur 2h30. Non, vraiment, j'ai pas du tout accroché, mais je suis très curieux de savoir ce que vous y trouvez, parce que toi, Mick, tu as décelé à force. Moi, en fait, il y a à la fois le parcours du mec qui m'intéresse et l'évolution des épisodes. C'est-à-dire que j'y suis allé, mais vraiment à reculons aussi. J'avais vraiment pas envie de voir ça. Et en fait, j'ai pas vu le Hololow's Eve, qui est en fait le premier film qui compile les premiers courts-métrages de Damien Leone, etc., qui a déjà introduit le personnage de Art le Clown. J'ai vu directement Terrifier 1. Et effectivement, quand je l'ai regardé, j'ai fait oula, il y a un truc que je pige pas, parce que en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas toujours de la bonne maîtrise. Alors, c'est sûr qu'après, quand on lit 2-3 trucs, on voit qu'il a été fait pour $35,000, mais c'est que dalle, en fait, c'est vraiment rien pour faire un film, donc ceci explique peut-être un peu cela. D'ailleurs, il y a un final qui se déroule dans un hôpital et on voit clairement que c'est pas un hôpital, voilà, il y a 2-3 trucs comme ça, mais je sais pas, il s'est passé un truc, tout est un peu étrange, c'est juste des situations où il y a ce personnage de clown qui rentre en scène, et puis il y a aussi un autre personnage qu'on voit dès le début, qui apparaît à la fin, qui est défiguré, un personnage féminin qui est défiguré, est un personnage qui va devenir récurrent. Donc il y a juste une installation comme ça d'éléments. Mais je suis resté un peu à la porte, j'avoue, du premier, en me disant bon, ok, alors les meurtres sont hyper graphiques, effectivement, mais c'est pas toujours très bien filmé, etc. La photo est moche, c'est pas très bien monté, c'est pas bien écrit, tout ça. Je regarde le deuxième, je trouve ça, comme toi Eric, 1000 fois trop long. J'ai envie de le remettre dans ta table de montage et puis de couper à chaque fois un quart de tous les plans que tu vois, quoi. Mais il y a quand même enfin, par rapport au premier, une envie de raconter quelque chose, de mettre en place un lore, hein, une sorte d'univers. Alors c'est très neuneux, hein, c'est le bien contre le mal et tout ça. Et c'est sur une iconographie très pop, en fait. Hein. Il y a un truc, par rapport au premier, qui a... Voilà, il y a un truc intéressant dans le premier. Il y a un truc un peu glauque, dark, poisseux, etc., qui se perd un peu avec le deuxième, parce qu'il devient un peu plus pop, mais je le trouve un peu plus intéressant. Ok, c'est trop long, etc., mais dès que les séquences de meurtre arrivent, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça devant un écran, avec des séquences qui s'éternisent sur des meurtres qui sont à la fois drôles et flippantes en même temps. Alors il n'y a pas du tout le mécanisme que moi j'aime dans le slasher, c'est-à-dire comment le personnage va réussir à s'échapper, etc. Ce truc-là d'action, on est plus dans un splatter que dans un slasher, donc c'est vrai que j'ai quand même du mal à le classer dans le slasher, mais je trouve que c'est assez bien foutu. Ces séquences-là sont marquantes, c'est-à-dire que tu n'oublies pas la fille qui se fait scalper, démembrer, etc. Puis après, ça se termine pas, on revient, il y a de la javel, du sel, etc. C'est quand même dans la surenchère, j'ai trouvé ça assez euphorisant, parce qu'en fait il y a un vide dans le cinéma américain, il n'y a plus ça. C'est-à-dire que moi j'aimais bien louer des films des fois dans les années 80-90 et prendre un film qui se fond dans la gaudriole, gore, etc. Et il n'y a plus vraiment ça en fait. Et arrive le 3,
où là, j'ai trouvé ça mais exceptionnel en fait. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas les défauts de longueur du premier. Il y a toujours les mêmes défauts qu'on retrouve un peu partout, c'est-à-dire l'histoire elle est un peu neuneux, c'est très juste uniquement basé sur les meurtres. Mais Art le clown est vraiment marrant, voilà, il y a des trucs de mime un peu étranges. Et là, dans le 2 et le 3, le passage de la réalité et du rêve est mieux géré que dans le premier où on savait pas trop comment ça marche, et ce qui m'a pas mal rappelé Fantasme, le premier film de Don Coscarelli, où des fois il y a des choses qui sont maîtrisées, d'autres pas, mais ça confère un truc un peu spécial dans le film. Et le troisième, je trouve que voilà, là j'ai trouvé que c'était vraiment très maîtrisé. C'est surtout le personnage de la fille qui est défigurée, qui s'appelle Victoria, que je trouve vraiment glauquissime et en même temps drôle. Et je sais pas, j'ai été happé et complètement fasciné par ce que je vois, et j'attends à mort maintenant le 4, quoi. Qui, paraît-il, devrait être la fin de la saga. Qu'est-ce qui t'arrive avec ce clown, sérieux? Ça tourne à l'obsession. On a quasiment fait le tour des slashers modernes, mais on peut pas ne pas parler de l'elevated horror, et notamment certains champions, comme le fameux A Violent Nature, qui est quand même super connu en ce moment, qui récolte des prix, où là c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, c'est-à-dire c'est un vendredi 13, mais avec une caméra qui suit de dos le tueur tout le temps, ou presque. Ou presque. Voilà, et surtout ou presque. Donc, qu'avez-vous pensé donc de cette manière totalement nouvelle et novatrice et intelligente de revisiter le vieux slasher des années 80 ? Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai trouvé que au-delà de son concept qui est plutôt original, mais bon ça trouve pas le cul non plus, je veux dire on a déjà tenté de faire des concepts un petit peu comme ça par le passé, j'ai trouvé que c'était un slasher contemplatif, j'ai trouvé ça très beau visuellement, le sound design époustouflant, les meurtres ils sont incroyables, et en fait je trouve que c'est la meilleure façon de faire un slasher moderne, dans le sens où ça saisit parfaitement l'essence du genre, mais ça propose quand même une réinterprétation, et surtout c'est ultra réaliste. En fait pour moi c'est Vendredi 13 en mode ultra réaliste. Et ce que j'ai bien aimé c'était que c'était dépouillé, c'est-à-dire que certes on n'a pas tout le fun des années 80, des slashers un peu série B fun qu'on aime et ce que je préfère en soi, mais du coup on est parti sur l'autre côté, c'est-à-dire vraiment le côté ultra réaliste, et du coup pour moi c'est un mélange entre Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse et Henry, Portrait d'un serial killer. Ça reprend tous les codes du slasher, mais presque on pourrait ne pas le mettre dans le slasher parce qu'il y a un côté presque docu bizarre. Moi j'ai vraiment bien aimé, après c'est pas un chef-d'œuvre, pour moi c'est vraiment une expérience, c'est un film qu'on regarde une fois parce que c'est ultra lent, très contemplatif, etc. J'aime qu'ils aient dépouillé le truc. Pour moi c'est pas une critique, pour moi ça chie pas sur le slasher, juste ça enlève tout ce que du coup j'ai détesté dans Fear Street pour le coup, même si ça n'a rien à voir, mais ça enlève tout ce qui est chiant. C'est-à-dire il n'y a pas le côté on n'a pas de réseau parce qu'on est dans la forêt, machin, il n'y a pas tout ce truc, ces explications dont on s'en bat les couilles de toute façon, on réduit le truc au minimum, il n'y a pas de lore, enfin ça met un tout petit peu de lore et un tout petit peu de background sur le tueur sans pour autant que ce soit toute une histoire, sans pour autant qu'on nous explique comment il faut faire pour le tuer, etc. C'est à peine évoqué et ça suffit. Et au final, ouais, j'ai bien aimé, même si j'avoue que la toute fin, je suis pas trop sûr de ce qu'on me raconte, donc je veux pas m'épancher là-dessus, mais j'ai trouvé l'expérience intéressante. Après la toute fin, moi quand la fin du film est arrivée, le générique, je me dis... Attends, on m'a coupé une scène. Là, il s'est passé un truc. Là, je fais un AVC. Là, ça y est. Et donc, je l'ai regardé une deuxième fois. Je me dis, donc c'est une fin. Donc, je ne savais pas qu'une fin ne pouvait pas être une fin, mais c'est une fin. Ça veut pas dire qu'elle est ouverte. Ça veut dire que le truc s'arrête. Et donc, j'ai fait des recherches. En même temps, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein, on va pas non plus pleurer. Mais j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir qu'est-ce qu'on voulait vraiment me raconter. Et je suis tombé sur une interview du réal qui disait qu'il avait fait des projections tests avec les parents de son monteur, etc. Et que c'est eux-mêmes qui avaient verbalisé une interprétation. Il s'est dit « Ah oui, ok, donc c'est ça que je veux raconter avec ce film-là. Ouais. » Donc ça montre que lui-même, il a découvert en fait de quoi parlait son film en discutant avec ses proches quoi, sur des copies de travail. Et ça se veut intellectuel. Moi, ce qui m'a dérangé, alors pour reprendre un peu l'argument, le côté réaliste, moi j'ai eu déjà du mal avec le côté réaliste parce que les personnages, quand il y a des dialogues, il y a des choses comme ça, j'ai pas trouvé ça très crédible dans leurs échanges et tout ça. De fait, on peut pas s'intéresser aux personnages. Il y a personne qui peut être intéressant puisque la formule qui est le dispositif de mise en scène fait qu'on peut pas être intéressé par qui que ce soit dans ce film. Sauf le tueur.
sauf le tueur, mais il n'y a rien qui permet, moi aussi, il y a ce petit truc à un moment avec la petite voiture, etc. Mais putain, c'est quand même très très maigre. Donc il y a ce truc-là. Et même sur le côté réaliste, j'ai trouvé que la plupart du temps, il y a un personnage qui fait du yoga, qui va mourir, il y a une mort assez graphique, alors qui renvoie un peu à Terrifier dans l'inventivité. Mais j'ai trouvé qu'elle était vachement figée, elle crie, puis elle se laisse embrocher, puis tout se passe comme ça, sans qu'elle soit... elle interagisse. Donc on se dit, ok, peut-être que c'est pour la sidération. Et le problème que j'ai moi avec le film, c'est que j'étais parti pour regarder un film en point de vue subjectif, objectif, comme on veut, du point de vue du tueur, c'est-à-dire on a la caméra qui est en permanence derrière lui et donc on marche et on marche encore. Alors, pourquoi pas, j'étais parti dans ce mode-là, donc pas de problème. Mais à des moments, il arrive, il fait des jump cuts. On se dit d'accord, bon, bah ok. Donc là, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop chiant, donc c'est trop sollicitant pour le spectateur. Donc il va falloir peut-être faire des petits jump cuts pour accélérer la procédure. Pourquoi pas. Et puis, à des moments, on change d'angle de caméra, on passe d'un autre point de vue, justement de la victime ou des choses comme ça, quand ça l'arrange. Et donc là, il y a quand même un truc qui va pas. C'est que si moi, j'arrive et que je dis « Regardez, on va tout le temps être derrière le tueur », et que d'un seul coup, je change de... Mais ça, c'est dit, ça ? C'est-à-dire dès le départ, dans ce cas-là, pourquoi on reste longtemps comme ça derrière lui, à marcher derrière lui ? Pourquoi on nous impose ça, sachant que ça génère rien à part du ASMR, mais ça ne fabrique rien à part de l'ennui et même de... Moi, ça m'a irrité. Pour pouvoir ensuite passer sur un autre point de vue et raconter autre chose. C'est pour moi, il est là, on le cherche. Enfin, moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est justement le truc sur le... Tu sais, quand il raconte son histoire là, avec le feu de camp à la Reservoir Dogs, là. Justement, j'aimais bien parce que je le cherchais. Genre, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que ça faisait longtemps que dans un slasher, etc., que j'étais pas là à scruter derrière, à me dire, attends, mais il est où là ? Est-ce qu'on est censé le voir, etc. Je sais pas, moi j'ai bien aimé, mais c'est sûr que si tu le prends en mode... moi je l'ai pas pris comme ça, je me suis pas dit, tiens, c'est un truc à la... Enfin, on suit vraiment que le tueur. Je me suis dit, il fait ce qu'il veut en fait. Mais oui, c'est sûr que là, du coup, le contrat de confiance est rompu, oui, je peux comprendre. Bah oui, c'est ça. Et donc, c'est du high concept, ça tient pas, donc on fait autre chose, et puis ça contredit le truc, c'est pas grave. Et donc, il y a quand même un enrobage qui est très bien, hein, qui est très classe, qui est très élégant. Ouais, je trouve que la photo, la mise en scène design, est super. Moi, très sincèrement, le premier quart d'heure, j'étais dedans. Surtout, il y a le premier meurtre avec un raccord sur une main. Ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Donc, je me dis, ah ouais, en fait, non, ça va être bien. Ouais, et puis, c'est pas du tout tenu, quoi. Il y a un moment... voilà, quoi. Encore une fois, tu sens le truc... C'est un pitch fort, mais après, faut faire un film, quoi, derrière. Mais ouais, c'est ça, faut tenir. Et faut tenir l'intérêt des gens pendant 1h30. Et c'est là où le machin, ça fait... Moi, personnellement, ça a fait pchit, et un gros pchit quand tu vois la fin, franchement. Franchement, c'est pas parce qu'on est le 31 octobre qu'il va revenir. Juste pour finir avec l'Elevated Horror, je pense à deux films qui sont pas inintéressants en fait. Je pense à Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, qui est réalisé par Scott Glosserman en 2006. C'est une sorte de found footage, faux documentaire un peu à la Blair Witch, si on veut, où on a un groupe comme ça de reporters qui vont suivre un tueur en série qui se prend un peu pour un boogeyman, quoi. Bon, moi j'ai trouvé un peu le temps long quand même en le regardant, mais l'expérience n'est pas inintéressante malgré tout, il reste des traces. Et puis je pense aussi à un autre film que moi j'aime bien, je sais que Max aime pas trop, mais c'est All the Boys Love Mandy Lane, qui est réalisé par Jonathan Levine en 2006, avec dans le rôle principal Amber Heard. Et moi j'aime bien le spleen qu'il y a dans le film. On est un peu quelque part à la croisée entre Virgin Suicide et un slasher, donc il y a un petit côté comme ça un peu off qui renvoie d'ailleurs à l'idée de la Final Girl mais d'une autre manière. J'aime beaucoup la BO, j'aime bien le style de filmage, voilà, donc ça mérite quand même d'être cité parce que c'est quand même des tentatives pas inintéressantes. La voilà les mecs, Mandy Lane, virginale, pure. Chloé, alors elle va venir ? J'y travaille. J'espère que tu vas venir ce week-end. On l'a vu, le slasher est bien vivant et se porte même très bien. Mais comment expliquer son succès ? Un succès étalé sur 50 ans de cinéma et qui fait désormais partie intégrante de la pop culture. Pourquoi le tueur masqué fait-il toujours peur ? La longévité, je pense qu'elle est due à...
Il y a, une envie de sensation, ça part d'une envie de sensation, ça part d'un vide aussi qu'il peut y avoir dans certaines périodes du cinéma de genre, et aussi, la longévité, elle se fait aussi par certaines propositions de renouveau. On a parlé tout à l'heure de Scream, je pense que Scream a permis à ce que le sous-genre se perpétue dans le temps, et diverses propositions qui se sont faites depuis les 40 dernières années ont permis à ce sous-genre d'avoir une certaine longévité. Après, est-ce que cette longévité, elle est intéressante ou pas? Enfin, après, vous savez que moi, c'est pas un sous-genre qui m'intéresse vraiment, parce que je trouve que ça raconte des choses pas très, avec le recul, pas très saines. Donc on peut y prendre un certain plaisir graphique, on va dire, dans ce sous-genre-là, pardon. Mais est-ce que ça a beaucoup d'intérêt? Est-ce que ça a beaucoup d'intérêt que ça continue? Je suis pas très convaincu. Moi, ce qui me marque pour rebondir, parce que pareil, n'étant pas un fan absolu du slasher, et Adrien et Mick auront sûrement une autre lecture et un autre éclairage, moi, ce que je remarque quand même, parce que la jeune génération, ils parlent du slasher comme quelque chose, comme un pilier, quoi, du cinéma horrifique, et comme quelque chose de très vivant. Et moi, ce qui me marque là-dedans, c'est à quel point, pour en avoir revu pas mal, c'est de l'horreur, hyper intégré dans l'hyper quotidien. C'est vraiment le côté, le décorum, à part quelques apartés comme les Freddy et encore, c'est toujours donc des jeunes gens bien sûr, mais c'est les vacances, les maisons, la banlieue, l'école. En fait, le décorum, il est hyper quotidien. Donc ça, je pense que ça joue pas mal, parce que c'est pas du tout exotique en fait, et je pense que génération après génération, on s'y retrouve beaucoup en fait dans ces imageries d'horreur. Avec des tueurs que moi personnellement ça me fait pas du tout peur, le tueur monolithique avec l'arme blanche, mais encore une fois c'est une imagerie de la peur qui prend différentes facettes. On en parlait avec Art le Clown, qui est très Joker anarchique, terroriste d'une certaine manière, alors qu'avant ça représentait peut-être quelque chose d'un peu plus ciblé, mais on est sur des incarnations finalement de l'actualité, quoi. Il y a une résonance en fait entre ce que l'on pourrait faire, ou les peurs qui restent actuelles, avec ce décorum hyper quotidien. Donc moi j'ai l'impression que ça reste fort sur cet aspect-là, quoi, sur le côté non exotique en fait du genre. Ouais, moi je vais dans ton sens. En fait, il y a un côté, puisque ça s'adresse aussi, c'est un type de cinéma qui s'adresse avant tout aux jeunes, ou aux jeunes qu'on a été aussi. Il y a un truc qui peut être remis à jour régulièrement, c'est-à-dire avec l'arrivée des téléphones portables, l'arrivée des réseaux sociaux, etc. On peut regarder et voir l'évolution des mœurs, des technologies et des rapports entre les gens aussi, le cynisme aussi qui s'introduit aussi dans les conversations, etc. au fur et à mesure. Donc il y a c'est quand même un genre qui est très codifié, un sous-genre qui est très codifié et qui permet aussi des updates régulièrement, tous les 10 ans, etc. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un avant et un après Scream, comme on l'a dit. Chaque film essaye de faire une relecture et propose quelque chose d'inattendu ou qui n'a pas été fait au préalable. Donc parfois, il y a eu des films comme Cherry Falls où il faut plus être vierge pour ne plus être tué, et donc du coup l'école organise en gros une grosse partouche générale pour évacuer cette question-là. C'est dommage parce que le film va pas au bout de son concept. Il aurait fallu que ça soit piloté par quelqu'un un peu plus punk, mais c'est un peu trop guindé. Mais il y a cette idée-là pour essayer de faire avancer le schmilblick et toujours proposer un seul ou deux éléments supplémentaires. C'est timide, mais ça avance progressivement. Et donc je pense que en tant que spectateur, fan du genre ou pas, tu viens retrouver ce que tu connais avec une petite sauce un peu différente, quoi. Voilà, je pense c'est pour ça que c'est assez pérenne dans le temps. Moi je pense que c'est lié aussi au fait que ce soit des films confort, c'est-à-dire que on le sait, enfin pour ma part en tout cas, aucun slasher me fait peur, c'est très très rare. Au final, c'est un mélange entre de l'horreur classique et un teen movie. Et les gens se disent juste, tiens, j'ai envie de mater un truc qui va m'exciter un tout petit peu, mais sans me traumatiser non plus. Tu rajoutes une goutte de tabasco dans tes coquillettes, quoi. Il y a pas de, il y a rien de traumatisant, et en plus c'est tellement codifié que. Non, mais c'est tellement codifié qu'en fait tu t'y retrouves, c'est vraiment confort. Et je pense que c'est ça, hein. C'est juste ça qui fait la longévité du truc. Pour les plus jeunes, tu te dis que tu vas vivre un truc un peu foufou. Pour nous, tu te mets dans des chaussons et voilà. Ouais, c'est bordé, quoi. La fille du fermier, prise 1. Il faut que je sois célèbre, Wayne. Tous les meilleurs le sont. Y a personne d'autre qui est comme toi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'es faite pour être une star.
comme beaucoup de sous-genres du cinéma d'horreur, il y a un aspect réactionnaire qui est dedans. On dit si tu as des relations sexuelles, tu vas te faire trucider. Si tu fumes de l'herbe, etc., tu vas te faire trucider aussi, etc. Il y a quelque chose d'assez réactionnaire. Complètement. Quelque part, c'est quasiment tout le cinéma d'horreur qui est un peu basé là-dessus. Je crois que c'est même Stephen King qui en parle très bien. Mais justement, à partir de Scream, comment on va jouer avec ça ? Parce que en gros, les mentalités vont commencer à évoluer aussi sur plein de questions. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de rentrer dans une ère un peu méta, il y a un questionnement sur le fait que ça soit réac, en fait. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment il s'acoquine de ce changement de mentalité, ou pas, d'ailleurs, si on revient à des fondamentaux. Mais moi, je l'ai pris comme ça. Ça se trouve, je suis naïf, mais moi, pas sur tous les slashers, mais sur la majorité des slashers que j'ai vus, pour moi, ce truc-là, c'est une critique du puritanisme américain. Et c'est pas du tout une façon de dire il faut pas baiser. Ah, c'est pas si clair que ça. Pour moi, c'est genre, regardez à quel point c'est cucu de si vous baisez, vous êtes tué. Moi, je pensais que c'était justement une critique. Sur les films suivants, je pense que sur les années 80-90, on est dans un autre monde. Ouais. Sauf Slumber, parce que pour le coup, Slumber, c'est vraiment féministe pour moi. Ouais, ça, et tu en parles très bien dans ton Express. Mais... Voilà, mais du coup, pour moi, ils sont tous plus ou moins conscients de la connerie, non ? Alors, là-dessus, non, moi, perso, je suis pas d'accord. Je pense que réellement, et t'as raison, Mick, c'est une question d'époque. Soyons clairs, c'est un sous-genre putain de réac à la base qui s'est remis en question ces dernières années. Mais à la base, c'était pas du tout ça. C'est hyper masculiniste, c'est hyper... rien que dans la façon de cadrer les corps des femmes et la morale qui s'ensuit. Je suis naïf, peut-être. Dans chacun des films, on peut pas dire que c'est qu'il y a du recul et qu'il y a une vision... non, je suis pas d'accord avec toi, pardon. Moi, je pensais... En fait, je vois un peu le slasher, moi, comme une espèce de vaste parodie, tu vois. Je trouve que tout est tellement too much... que justement je me suis dit en fait ça critique ce truc là plus que ça ne le met en avant, mais je suis peut-être dans le faux. La surenchère elle est purement financière. Il fallait en faire toujours plus, c'est pas une question de remise en question ou de parodie, c'est juste une question de pognon. Tous ceux qui couchent dans ce film se font tuer. Génial. Sois sage. Et comment on en sort ? Ce genre de film se termine quand la dernière fille qui reste arrive enfin à tuer le méchant. C'est Paula. C'est elle, la dernière fille. On n'a qu'à rester avec elle jusqu'à la fin du film. Et quid de la Final Girl ? Pourquoi cette tradition d'une femme qui tient finalement tête au tueur à la fin ? Le slasher est-il féministe ? Ou bien est-ce une bonne excuse pour exploiter son male gaze, voire étaler sa fascination pour la violence faite aux femmes ? On peut plus traiter les personnages féminins de la manière dont on traitait les personnages féminins dans les années 80-90, c'est un fait, et heureusement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'observer comment les scénaristes vont utiliser cet état de fait, c'est-à-dire de transformer les personnages qui, à la base, quand même, les Final Girls, sont toujours les filles qui sont les plus intéressantes, celles qui sont toujours un peu en retrait, qui sont un peu isolées ou qui ont un regard autre que les autres personnages qui pensent qu'à la bagatelle, comme on dit, qui avaient déjà ça un peu en germe. Ok, c'est très ténu, mais il y a quand même ça. Et puis, on peut le lire comme ça, même si on peut aussi le voir, et c'est, je pense que le fondement de ce sous-genre, c'est quand même être réactionnaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, les personnages de Final Girl sont assez astucieuses, elles mènent la danse. Dans certains films, elles sont à l'aise avec leur sexualité, elles sont pas toutes vierges, etc. On a cassé un peu ces poncifs patriarcaux. Donc il y a quand même une évolution qui se fait. On peut même avoir des personnages de Final Girl qui sont détestables, comme dans Happy Birthday. En fait, tout le parcours du personnage qui reprend la formule de Un jour sans fin. On démarre avec un personnage vraiment exécrable et qui va apprendre à devenir un peu plus sympa. Donc c'est très formulatique et tout ça, mais c'est plutôt bon esprit. Et puis il y a aussi ce film qui s'appelle Scream Girl, en anglais Final Girls, où il y a une jeune fille qui est en deuil de sa mère, qui était une ancienne actrice d'un film d'horreur assez connu dans les années 80, je crois, et qui va se retrouver projetée directement dans le film où joue sa mère. L'occasion pour elle de se rabibocher aussi avec elle et de devenir aussi la véritable Final Girl du film. C'est plutôt une comédie plus qu'un slasher, mais il y a tous les codes du slasher. Et puis ça déconstruit aussi quelques clichés sur justement les personnages féminins, tout ça. Je sais que t'es censé mourir dans le film, mais ça veut pas dire que c'est obligatoire. Et maintenant, on fait quoi ? On va se battre.
peut-être que ça aurait été compliqué de le créer dans les années 80 parce qu'on n'était pas encore prêt à ça, malheureusement. Mais voilà, ça quand même, les réflexions qu'il y a sur les réseaux sociaux qui forcent les gens à se dire ouais, ça c'est peut-être du male gaze, etc. dans votre histoire. Ça a forcé par exemple Damien Leone à se poser des questions vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que dans son premier film Terrifier et dans le deuxième, on a des femmes qui se font trucider salement. Et comme il a été un peu sujet à un shitstorm sur Internet, il a rectifié le tir dans le troisième et il s'attaque aux hommes qui vont subir exactement le même traitement que dans le premier film. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bon, mine de rien, à l'échelle de ce qu'on a vu sur la société, c'est-à-dire le MeToo, etc., ce qui s'est un peu mis, les petites graines qui sont mises au fur et à mesure par rapport à réévaluer comment on perçoit le corps féminin au cinéma et les personnages féminins, le slasher accompagne ce mouvement, peut-être de manière économique, tout simplement, c'est peut-être pas forcément une revendication, mais il y a ce mouvement qui traduit l'évolution des mentalités dans la société en fait. C'est compliqué en fait d'avoir une lecture comme ça symbolique sociologique dans le slasher parce qu'il y a un peu deux couches dans le slasher. Ouais. Tu as les films qui ont fait des vraies propositions entières avec des auteurs, des réalisateurs qui existent en tant que tels, et après tu as une exploitation commerciale qui tire des filons dans n'importe quel sens. Voilà. Et c'est sûr qu'il y a une confrontation entre la proposition cinématographique et la surexploitation à des fins financières. Donc ça, c'est déjà, ça brouille vachement les choses. Moi, il y a un truc qui me marque parce que donc il y a la Final Girl, effectivement, c'est très genré. Après, c'est des films qu'on va voir aussi beaucoup, surtout dans les années 80, qu'on va voir en couple, c'est-à-dire en groupe d'amis. Donc c'est pas exclusivement masculin, c'est vraiment des choses que l'on va voir. Ouais. Et donc s'il y a autant de mise en scène de couples qui ont envie de faire l'amour, etc., de jeunes couples, c'est aussi pour mimer ce que les spectateurs et spectatrices vont voir au cinéma. Jolie jambe, à quelle heure ouvre la boutique? Quelqu'un vient cueillir des fraises avec moi? Non, mais je veux bien m'occuper de tes melons. Je parle de ces petites miches d'amour. Les dialogues sont vraiment trop pourris. Il y a quand même un truc qui est étonnant dans le biais de la Final Girl, parce qu'avant que ce soit genré et systémique, il y a quand même quelque chose que je trouve toujours intéressant, c'est le discours social en fait, et à qui ça s'adresse. Le film d'horreur, c'est des types de films qui sont faits pour de la classe populaire, et le slasher, vraiment de la classe populaire également. Et donc, il n'y a que dans les films qui sont dédiés aux classes populaires que l'on peut voir les personnes qui sont tout en bas de l'échelle, voire les moins armées possibles, devenir in fine les héros du film. On voit jamais ça dans les James Bond, dans le genre de choses, quoi. C'est vrai. Et c'est ça qui est intéressant. Donc la Final Girl, oui, mais c'est avant tout le personnage qui est le moins armé, forcément pour faire un effet de surprise à un moment donné du récit, mais c'est aussi, je pense, pour s'adresser aux gens qui sont monsieur et madame tout le monde, et aussi pour leur dire qu'ils peuvent être le héros ou l'héroïne d'une histoire, quoi. Moi, c'est ça aussi, et que c'est peut-être pas totalement vrai, et c'est pas un prisme qu'on peut appliquer à tous les films, mais moi c'est ça que j'aime sauvegarder en tout cas du slasher et de cette figure de la Final Girl. Vous ne pouvez ni fuir, ni vous cacher. Arrêtez-le, avant qu'il vous tue. C'est bientôt la fin de notre thème slasher, mais on ne peut pas se quitter sans nos traditionnels top de l'équipe et nos quiz pour jouer avec toute la famille. Alors la team, quel est votre top 5 de vos meilleures scènes de slasher? Ça peut être juste quelques minutes au milieu du pire navet. Allez, c'est à vous. Dans mon top 5, alors il y a beaucoup de scènes dont on a déjà parlé, donc forcément, mais pour moi la numéro 5, c'est la révélation finale d'un très mauvais film. Oh putain. Massacre au camp d'été, donc je vais pas la spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais la révélation finale, donc les fameuses 30 secondes d'un marasme de bouse est quand même assez forte. En numéro 4, j'ai mis le Sleeping Bag Kill de Vendredi 13 numéro 7. Je te l'ai laissé. Parce que, parce que il fallait en mettre un de Vendredi 13 et que c'est celui qui me fait le plus marrer, donc c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 4. En numéro 3, j'ai mis la séquence du radeau de Carnage de Burning parce que elle est quand même, même si le film est assez classique finalement, un slasher classique, cette scène elle est extrêmement forte, d'une brutalité exceptionnelle et les effets spéciaux de Tom Savini sont extrêmement bien réussis sur cette scène-là. Elle est très marquante cette scène pour moi. La numéro 2, je mettrais la mort de Tina dans Les Griffes de la Nuit. Ah merde, on a le même. On peut avoir des choses communes. Je trouve que cette scène est ouf, elle est choquante. Ça reste hyper fun. Je reviens toujours à cette notion de fun. Mais, fun. Les Griffes de la Nuit et tous les Freddy, c'est assez fun, mais cette scène est assez d'une violence et très marquante, très choquante pour moi.
Et forcément, la numéro 1, c'est l'ouverture de Scream, hein, que je trouve intouchable. Voilà, je pense qu'on a tous la même. Bah oui, Ouais, ça- oui. Alors du coup, moi, top 5, j'ai l'intro de Pieces, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais en gros, c'est un gamin qui fait un puzzle d'une femme à poil, et après, du coup, sa mère vient le voir, elle lui dit c'est pas bien, t'es un petit pervers, et il la bute à coups de hache, voilà. Donc ça met dans le mood. Top 4, j'ai mis la scène du jacuzzi de Halloween 2, dont on avait déjà parlé très vite fait, Ouais. voilà, parce que j'adore cette scène, elle me fait à la fois marrer, et à la fois je trouve qu'elle est hyper graphique, enfin c'est une de mes préférées. Top 3, bon là vous allez me chier dessus peut-être, mais c'est la scène dans Scream 2 de l'auditorium, enfin quand il y a un meurtre derrière une vitre insonorisée, je trouve que c'est super fort. Enfin je sais pas si c'est avec toi Mick qu'on en avait parlé de celle-là, mais Oui, si. c'est celle qui tient vraiment le film. Top 2, moi j'ai pas mis Tina, j'ai mis la scène du bain dans Freddy avec la main entre les cuisses de... Voilà, on voit le canaillot. Non, même pas. Nancy, voilà, entre les cuisses de Nancy. Non, je la trouve très marquante, voilà, et même ce qui s'ensuit. Et évidemment, top 1, l'intro de Scream, je pense que voilà, c'est imbattable. Imbattable. Alors toi, Mick? Ouais, moi en top 5, je mets un meurtre qu'il y a dans Rosemary's Killer, de Prowler, dont on a parlé dans le premier épisode. C'est un moment, il y a un mec qui s'apprête à avoir des relations sexuelles avec sa chérie, qui est sous la douche, et en fait, le tueur arrive derrière lui met la main sur la bouche, et fait traverser une espèce de long couteau tout le long du crâne, enfin de part et d'autre, du sommet jusqu'à la gorge, et en fait, il le maintient longtemps, ça saigne, et c'est très long en fait, et le mec finit par ouvrir les yeux et les yeux sont tout blancs. Et je trouve que l'image est tellement puissante. Il y a un truc très fort. Alors en top 4, j'avais la même mort dans le jacuzzi que Adrien. Mais du coup, je vais plutôt citer une mort qui a lieu dans Meurtre en 3 dimensions, Jason 3, qui était tourné en 3D, anaglyphe. Et c'est un moment, il y a un mec qui se fait prendre la tête, littéralement, et écrasé de part en part. Et son œil finit par sortir jusqu'au premier plan et jaillir comme ça. Alors on imagine qu'avec l'effet de 3D ça devait arriver jusque sur le visage des spectateurs, donc je trouve ça assez classe. En top 3, c'est quelque chose que j'ai découvert cette semaine, c'est Terrifier 3. Il y a un mec qui se fait démonter littéralement la tronche dans une douche à la tronçonneuse. Ça démarre de manière très 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 violente et ça se termine encore plus loin encore si c'était possible. Et donc c'est tellement graphique, tellement énorme, et surtout il y a des testicules à l'écran qui se font vraiment défourailler. Il y a un truc, ouais, il y a un truc énorme. Voilà pourquoi tu aimes. Voilà, c'est ça. Faut assumer. J'assume. J'ai aucun problème. Un truc de quand tu verras Maxine, t'as un truc de testicule aussi. Ah, ok. Voilà. Et puis dans le top 2, je mettrai l'intro de Scream, qui est vraiment extraordinaire pour toutes les raisons qu'on a déjà citées. Et en numéro 1, Max, je suis comme toi, moi c'est mon numéro 1, c'est la mort de Tina qui se fait lacérer au plafond. Bien sûr, c'est peut-être moins fort que la construction de la séquence Scream originale, mais je trouve que le dispositif est tellement incroyable, et surtout je me souviens de l'impression quand je l'ai découvert, donc ça reste mon top 1 ever. Nina. Alors, à mon tour, donc moi en numéro 5, je sais que c'est très court et que c'est débile, mais c'est aussi l'un de mes premiers contacts avec les slashers, donc c'est dans Vendredi 13-6, Jason le mort-vivant. Au tout début, en fait, il y a une espèce de pré-générique qui parodie James Bond, où il y a Jason qui marche et qui donne un coup de machette. C'est génial, ça. Et ça, j'ai trouvé ça complètement incongru et fou. Et j'ai jamais pu oublier ça, donc moi j'adore cette petite intro de Vendredi 13-6. Numéro 4, parce qu'on est toujours dans les slashers, il y a toujours la fin complètement absurde, etc. Et donc moi, ma fin la plus absurde, la plus pas possible de chez pas possible, hyper choc après le choc après le choc, c'est la fin de Evil Dead Trap, donc le film japonais. Je peux pas raconter ce qui se passe à la fin, je peux juste dire qu'on est là pour dire « Oh my God !» Et
pourquoi je l'ai noté et je le souligne, c'est parce que je suis persuadé que Terrifier 2, qui fait une fin hyper choc, s'inspire de Evil Dead Trap, de ce final, parce que les correspondances sont trop énormes. Ah oui. Et si je puis me permettre, c'est beaucoup plus dingue de chez dingue dans Evil Dead Trap. Donc voilà, donc je vous conseille. Attention, public très averti. Ouais, très averti. Troisième position, donc un meurtre. Moi, c'est le meurtre dans Bloody Bird, le meurtre sur la scène de théâtre, où le tueur a pris la place de l'acteur et le metteur en scène dirige le tueur pour dire maintenant tu la prends, tu la tues en hurlant, nous on sait que c'est le tueur. Ouais. Et là, il y a une vraie scène de meurtre hyper intéressante. Incroyable. Donc moi, j'adore ce moment-là. Donc très fort, donc pas forcément très uluberlu ni fantaisiste, mais je trouve qu'en termes d'émotion, c'est très très fort. Donc ça, c'est mon numéro 3. En numéro 2, je suis surpris que vous l'ayez pas plus cité, mais le début d'Halloween en caméra subjective, tout ce long plan quand même qui fait partie des classiques avec le masque sur la caméra, moi je trouve quand même que c'est un des grands moments du slasher. C'est vrai. Et en numéro 1, sans déconner, l'intro de Scream quoi, chef-d'œuvre absolu, voilà. Et on vous conseille encore une fois d'aller écouter le numéro spécial d'Adrien sur YouTube, où tu décryptes toute cette séquence sur YouTube, sur notre chaîne, parce que c'est vraiment chef-d'œuvre absolu. Et oui. Alors maintenant on passe au quiz. Allez, moi je commence alors. Alors vas-y. Dans Halloween, Michael Myers est crédité sous le nom de The Shape, donc la forme. Qui est son interprète et quel film de science-fiction a-t-il réalisé dans les années 80 ? Ah, c'est Tommy Lee Wallace. Oui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas Nick Castle. C'est Nick Castle. Non, c'est Nick Castle. C'est Nick Castle, c'est l'autre, merde. Et qu'est-ce qu'il a réalisé ? Je sais pas. Starfighter. Starfighter, mais oui, le meilleur film des années 80, oublié. Starfighter. 0,5 chacun. Alors, à mon tour, j'ai une question. Quelle suite de slasher a été produite tellement au rabais que le film est constitué à moitié des scènes du premier opus ? Sleepaway Camp ? Non. Wow. On n'en a pas parlé durant l'intégralité de ce thème en 2 parties, et pourtant, c'est un film, c'est des extraits en gif qu'on ressort beaucoup pour faire des conneries à la période de Noël. Gros indice. Douce nuit sanglante nuit. Douce nuit sanglante nuit 2. En 1987, il contient 40 minutes du premier film sur une durée totale de 88 minutes. Si on enlève le générique, le compte est bon. C'est une horreur cette suite, si je me permets. Je l'avais vu, moi je l'avais chroniqué, les 2 films à la suite, je les découvrais. Donc le 2, c'est une arnaque totale, mais il n'y a pas que ça, hein. C'est-à-dire que le héros du film, donc c'est le tueur, il joue comme une patate, mais le gars, en fait, avait été recruté pour un rôle hyper secondaire, il a été propulsé premier rôle, enfin tout est une catastrophe dans ce film. Je crois que c'est la pire séquelle et le pire slasher quand même, toute catégorie. Donc on vous conseille ou pas Douce nuit sanglante nuit 2, donc le jour de Noël. Alors, craignant que quelqu'un d'autre ne détienne les droits du simple titre Vendredi 13, qu'a fait Sean Cunningham, le producteur et réalisateur du film, pour se couvrir avant que le film ne soit tourné ? Proposition numéro 1, il a enregistré le titre comme marque déposée auprès de la MPAA. Numéro 2, il a déposé un synopsis factice auprès de la Writers Guild of America, la guilde des scénaristes. En numéro 3, il a diffusé une fausse bande-annonce dans des cinémas. Ou en numéro 4, il a commandé un logo promotionnel à une agence de pub new-yorkaise. Je crois que c'était l'histoire du logo. Moi je dirais le 4, effectivement, le logo qui brise la vitre et qui avait été diffusé dans Variety. Il a fait créer ce logo avec le logo qui brise une vitre, et ensuite il a acheté un encart, une page complète dans Variety, en faisant la pub d'un film sans que le script soit finalisé avant qu'il y ait la moindre personne au casting. Trop bien. Donc ça a permis de blinder, de couper court à tout projet et toute réclamation autour du titre Vendredi 13. Quel slasher méta dont on n'a pas parlé, qui date de 2012, a attendu plusieurs années avant de sortir à cause de la faillite de MGM ? Un slasher méta. Un slasher méta qui a été tourné en 2009 et bloqué par la MGM en faillite. C'est La cabane dans les bois. Oh non. La cabane dans les bois, qui est un film que j'aime pas beaucoup. C'est une merde. Mais qui essaye de... Ouais, je sais, tu disais.
mais qui, bon, voilà, essaye de redynamiser le slasher. Moi, ce que j'aime pas, c'est que les personnages dedans sont assez infects les uns avec les autres, et donc la morale qu'il y a derrière, j'aime pas trop. Il y a une super idée à la toute fin, mais il faut attendre la toute fin pour avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant, j'entends, il y a plein de défenseurs du film, dont tu dois faire partie, Eric, mais moi, j'ai vraiment du mal avec ce film. Mais A Violent Nature m'a fait réévaluer le film. Toujours plus. Toujours plus. Dans les années 70 et début 80, il était courant que les versions françaises traduisent aussi les prénoms des personnages. Donc on se souvient de Jason qui est devenu Jackie dans Vendredi 13 numéro 1. Mais quel autre tueur bien connu de slasher a eu lui aussi son prénom francisé? Michel. Voilà, ce qui nous fait Jackie et Michel. Et excusez-moi, ça ne peut pas être une coïncidence. Non, c'est vrai. C'est comme quoi les planètes s'alignent. C'est la fin de notre théma sur les slashers. Toute l'équipe de Retour à l'écran est toujours en vie, ou presque, pour vous souhaiter un bon Halloween. Allez, salut Max. Salut à tous. Salut Mick. Et salut Adrien. Il est terrible, salut à tous. Ciao. Ciao. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que au cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.